Tu préfères le chocolat ou les noirs? Qui est-ce qui écrit des trucs pareils? Non mais c'est pas possible ça. Non, non, ça va pas le faire, hein. Déjà, mais tu stresses, et pas nous. Si tu le vois, C'est la première fois que je fais une vidéo iceberg, je m'attendais à ce qu'elle soit longue, mais clairement pas autant. J'ai donc décidé de la découper en 2 parties. Alors vous inquiétez pas, je vais pas vous faire attendre 40 ans. La deuxième sortira le mardi prochain, donc c'est le 22 novembre à 18h30. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, je parle de mystères, d'histoires liées à internet ou de nostalgie comme ici. Et d'ailleurs pour ceux qui se souviennent, il y a à peu près un an, j'avais fait une vidéo sur Sylvain Durif et bah il m'a répondu. Et tout ça dans un format plus ou moins long, donc si vous aimez regarder des vidéos en mangeant ou avant d'aller vous coucher, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Sur ce, trêve de blabla et place à la vidéo. Si vous avez connu les débuts de YouTube, alors vous avez forcément connu cette époque de la boule webcam, de l'écran 4/3, de Windows 7. Patientez pour que votre vidéo charge parce que vous aviez une connexion trop pourrie. Et cette époque, elle était également synonyme de personnes qui se lançaient un peu par hasard sur internet. C'était la nouveauté, donc on avait un peu de tout et de n'importe quoi. Enfin bon, ce phénomène au final, il s'est un peu amplifié avec l'arrivée de TikTok, mais ça c'est un autre débat. Et ces gens-là, bah ils n'étaient pas censés faire le buzz. Et pourtant il a suffi d'une anomalie dans l'équation pour que leur image soit gravée à tout jamais sur internet. Je tenais à préciser que la naissance des tout premiers mèmes français, en fait elle était principalement due à What the Cut, qui était l'émission d'Antoine Daniel, ou le Vendredi des Vrais d'Hugo Posey, qui étaient des sortes de reviews un peu actualité du web. Donc merci à eux d'avoir contribué à la culture de l'internet français. Et pour les personnes qui n'auraient pas connu le web à cette période, ou alors qui ne connaissaient pas cette facette-là, j'ai pensé la vidéo pour qu'elle soit regardable par tout le monde, alors j'espère que vous allez accrocher et que vous allez ressentir le mood qui se dégage de tout ça. Certaines personnes dont on va parler dans cet iceberg nous ont bien fait rire à l'époque, mais quand on creuse un peu, eh bien on se rend compte qu'elles ne sont pas si blanches comme neige que ça. Je vais prendre l'exemple de Pacific Sound 3003, on rigolait bien devant sa vidéo du jus d'orange, mais je peux vous dire que ce type est vraiment bizarre. Et ce n'est évidemment pas un cas isolé. Bon, je vous rassure, ils sont pas tous comme ça. D'ailleurs, dans cette première partie, on va d'abord traiter des cas qui n'ont pas forcément été problématiques, voire légèrement problématiques pour certains, dans le sens où ils ont généré du harcèlement envers eux et malgré eux. Sinon, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir comment nous percevions ces légendes à l'époque, de nos yeux d'enfants, d'adolescents, à maintenant. Parce que je suis sûr qu'il y a des vidéos que je vais vous montrer que vous n'aviez pas vues depuis des années et des années. Et donc je suis curieux de savoir quel est votre point de vue maintenant. Et pour les personnes qui n'ont pas connu cette époque, j'aimerais tout de même savoir comment vous voyez ça aujourd'hui. Et ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est d'entrer en profondeur sur les activités de ces personnes, car on connaissait juste le même, mais finalement on ne sait rien d'eux. Sur ce, on entame cette vidéo par le ciel, et on commence avec le premier cas. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial! Alors celle-là, elle va être courte, mais je l'aime bien. Le 27 mai 2007, au fondement de YouTube, une vidéo d'une trentaine de secondes viendra poser son pied sur le podium des mèmes les plus connus en France. Une simple réplique qui pourtant résonnera dans les oreilles de millions d'internautes. Mais la question que nous nous posons tous, c'est qui est ce fameux Nils ? Eh bien, je pense avoir trouvé. Quand on se rend sur la chaîne originale, on y retrouve pas mal de vidéos d'archives qui, j'imagine, proviennent de la famille. Mais une en particulier va nous intéresser, c'est celle-ci, F. On y voit en premier lieu une personne d'une cinquantaine d'années, quand tout à coup... Ressemblant, non? En tout cas, moi j'ai envie d'y croire. Aujourd'hui, on est en 2022, bientôt 2023, donc 16 ans après. Alors sur la vidéo, c'est dur à estimer, mais si on part du principe qu'il avait 20 ans en 2007, il en aurait 36 aujourd'hui. Et dire qu'il a potentiellement des gosses aujourd'hui, ça me fait coller. À mon avis, à l'heure actuelle, seul lui et ses proches savent qu'il est le fameux Nils. C'est devenu en quelque sorte un secret de famille. Ok, c'est genre, mais tu stresses, et t'allumes, si tu fais le voyeur. Ah, l'arc Jean-Mi du 13, quelle époque avec Hugo Posey. Pour remonter à la source de cette histoire, on voit deux adolescents, Jean-Mi du 13 et Dylan du 13, faisant un rap bien vénère filmé par un de leurs amis. L'objectif ici était évidemment de menacer l'interlocuteur qui allait recevoir cette vidéo, et je suis persuadé qu'il s'est chié dans sa culotte. Tu te chies dans la culotte. Il y a eu tellement de reposts, mais la première fois que la vidéo est apparue sur YouTube, c'était le 24 juillet 2014. Putain, qu'est-ce que le temps passe vite. Il s'agit de Jean-Mi du 13 et Dylan du 13, postés par un certain Tommy Mag. Et qu'est-ce qu'on voit dans la description? Source espion.com, qui fait référence à un site de web actu qui n'existe plus aujourd'hui.
Bon alors ce qu'il faut retenir, c'est que déjà même avant la vidéo du Goposeille, eh bien, il était déjà répertorié sur ce genre de site. Encore une fois, comme Nils, il devient célèbre. Bon, célèbre, c'est un bien grand mot, mais vous m'avez compris. Malgré eux, c'était pas quelque chose qui était censé se produire. Il a ensuite eu une chaîne YouTube, je suppose que c'était la vraie car elle s'est fait hacker. Et ça n'aurait pas de sens de pirater une chaîne qui était déjà fake à la base. Quoi qu'il en soit, Jean-Mi du 13 entend parler assez rapidement du React d'Hugo et profite de cette brèche pour lui répondre et tenter d'entretenir le buzz pour lancer sa future carrière de rappeur. Hugo Poseille, je te ta mère, ta grand-mère, la grosse folle. Ensuite, il continuera de rapper, enfin si on peut appeler ça comme ça, en essayant de profiter de son buzz passé, mais c'est inévitable, il retombera peu à peu dans l'oubli. D'autant plus qu'il a littéralement disparu d'internet en 2017, depuis le hack de sa chaîne. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Qu'est devenu Loïc de Tellement Vrai? C'est vrai que le frérot, quand on l'avait vu dans l'épisode, il avait 10 ou 11 ans à tout casser, mais depuis le temps, il a dû sacrément grandir. Pour recontextualiser, Loïc est un enfant turbulent, tellement turbulent qu'il est passé dans l'émission Tellement Vrai. Le synopsis est simple. Il arrête d'aller à l'école et veut se lancer dans le rap comme son grand frère, Charisme. Enfin non, pas celui-là, mais lui, K-R-I-S-M-E. K-2-A-R-I-S-M. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Encore une fois, une simple petite séquence d'une dizaine de secondes a engendré des millions de vues sur internet. Mais qu'est-il devenu depuis tout ce temps? Eh bien dites-vous que je suis tombé par hasard sur une vidéo TikTok d'un certain Loïc Tellement Vrai 07. Alors ensuite je clique sur son compte, je l'inspecte un peu et je tombe sur une autre vidéo montrant son Instagram où on voit des photos de lui avec sa copine, rien de plus classique. Alors je le précise, ce sont des informations publiques et on le voit, son pseudo TikTok, ça ne le dérange absolument pas d'être encore associé à ça aujourd'hui. Bref, rien à dire de plus, il est simplement retombé dans l'anonymat et j'espère qu'il vit sa meilleure vie. Et sinon, fait amusant, quand on cherche son nom sur Google, on tombe sur un compte Twitter qui redirige vers une chaîne YouTube sur laquelle on le voit faire de la moto et se faire engueuler par sa daronne. Il a lassé des faits. C'est hyper dangereux, hein. Il a lassé des faits. Je posais au calme, fraîchement, posé. Une fille débarque sur internet en faisant une vidéo qui semble être destinée à son ennemi, mais en aucun cas au grand public. Vous savez, c'est le genre de vidéo où nous ne savons pas comment elle a réussi à se trouver sur internet. Alors perso, ma théorie c'est qu'elle a envoyé cette vidéo à son ennemi, celle-ci l'a enregistrée et l'a envoyée à ses amis, et de fil en aiguille, elle s'est retrouvée sur internet. Mais vous vous demanderez sûrement ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Eh bien tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'a pas changé depuis toutes ces années. Elle est réapparue sur TikTok tel un Pokémon rare. Aïe aïe aïe, hier au quartier, t'as la sorte de la mieux, la fait la belle, on se casse dans son palais, au calme. 92 FAR. Y a rien à faire. Finalement, il y a beaucoup de vidéos comme celle-ci dont le protagoniste n'en crée qu'une, mais pourtant elle est devenue virale. Pas de contexte particulier, tout ce qu'on sait c'est qu'il s'appelle Bilal et qu'il vient du 92, et bah c'est tout. On imagine qu'il a dû malheureusement recevoir une dose assez conséquente de harcèlement, étant donné que sur la vidéo on devine facilement qu'il est au collège et à cette période, on sait très bien comment ça se passe dans la cour de récré. Sur les forums, certains disent que depuis il s'est ôté la vie, mais il n'y a aucune preuve concrète, d'autres disent qu'il a ouvert sa boîte d'informatique. Mon métier, c'est de caillasser, boomer et terminer. Qui se souvient de la bande à Bilal? Je te représente 89, je représente tous mes sahabs, que des ouf. Ouais, cousin, je m'appelle Samy, je représente 8-9, place du marché. Je suis fait pour la boxe, je tabasse tous ceux qui cassent les couilles et je vole des petites motos, tu vois. Ouais, moi c'est Serpio. Moi mon job, c'est de voler les postes des voitures. Et puis je représente mon quartier 8-9, la Fragonard, la Zip, ouais gros. Ouais, je travaille la poste Coro, je m'appelle Yacine. Moi mon job, c'est de taper les grosses motos. Puis voilà. Je suis le mécanicien du quartier, je trappe les pockets, puis voilà. Moi cousin, je m'appelle Shahid, je suis là juste pour caresser les bus cousin, et les CRS. Moi je m'appelle Amassou, je vole les sacs à main, je braque les banques, et Allahu Akbar. Ouais, Misha, footballeur amateur, mon métier c'est de caillasser, boomer et terminer. Moi, c'est Sefi Molotov, ce que vous voyez là, ce que j'ai encore Marchandise. Marchandise. Moi je m'appelle Tarico, ma vie c'est le hashish, regarde ta vie, faut toujours les cacher là, c'est ça la vie, on vole, pour toujours derrière moi les flics, c'est ça la vie mon frère. On fait du 8-9 loisir. Cette vidéo est apparue sûrement aux alentours de 2009 étant donné que la version originale a été supprimée et miraculeusement 10 ans après ils se sont réunis pour prendre une photo. Pour l'occasion ils étaient censés sortir une nouvelle mixtape s'intitulant Rire Maléfique 2.0 mais malheureusement j'en ai trouvé aucun exemplaire sur internet. Bande de pute, pourquoi vous venez pas? Venez pas. Vous êtes des salopes. Alors pour les personnes qui ne le savent pas, j'avais déjà sorti une vidéo sur Morsaï il y a quasiment
8-9 mois je crois, retraçant toute son histoire sur internet, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller la voir. Morsaï est toujours actif sur sa chaîne YouTube, il y a quelques mois il dit bosser sur plusieurs projets, comme la sortie d'un prochain CD, mais aussi travailler sur son projet cinématographique, La Vengeance 4. Je fais cette vidéo parce qu'on lance le projet de refaire le film La Vengeance 4, bien entendu en haute catégorie, en haute définition. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, Morsaï a une passion pour le cinéma en sortant une série de films nommée La Vengeance. Bon, après, comme dit dans ma vidéo, c'est très amateur. Soirée de merde là, tu peux pas nous ramener vraiment dans une vraie soirée, toujours tu mens comme ça à raconter des mythos, y'a même pas une meuf. C'est pas grave pour ça, il est sur méchant. On va serrer plein de meufs là. Sinon en parallèle il continue toujours ses petits vlogs et poste très régulièrement. Il a l'air de bien se porter, c'est le principal. J'ai des billets verts, swag millionnaire, Battlefield tu perds. Digidix, la légende online, comment ne pas le citer? Je vous fais pas le dessin, mais swag millionnaire, game over, l'assemblée des super érotiques, quelle époque. Eh bien dites-vous que ça a 9 ans. 9 ans que sa dernière vidéo a été postée sur sa chaîne, et pourtant toujours autant de personnes attendent son retour, comme vous potentiellement. Mais en fait, est-ce que cette volonté inlassable que Digidix revienne ne serait pas en fait notre nostalgie qui nous joue des tours? Car en soi, quand on réécoute ces chansons, ça nous fait simplement repenser une période de notre vie qui a été agréable, je l'imagine. Voilà, on n'avait pas vraiment de préoccupations, tout ce qu'on voulait c'était jouer à la play en écoutant Digidix. Alors bien sûr, au fond de moi, j'aimerais bien voir une vidéo pop comme ça, mais est-ce que ça serait pas mieux au final qu'il reste un mythe de YouTube? Parce que récemment, je me suis posé la question, en fait, si quelqu'un était aussi talentueux entre guillemets que Digidix se lançait maintenant sur YouTube, est-ce que ça marcherait vraiment? Eh bien pour moi, je pense que malheureusement non. Beaucoup de gens le mettent sur un piédestal et l'idolâtrent. Parce qu'en soi, ouais, les chansons sont entraînantes. Regardez juste un exemple, c'était pendant une convention. L'intervieweur lui demande d'imiter Booba. Et écoutez ça, c'est vraiment pas dingue. J'ai mangé un kebab. En plus, la fouine, c'est un menteur. C'est un bâtard, quoi. Attends, je veux dire. Mais pour en revenir au phénomène de mythes, vous savez, c'est un peu comme PNL. Je prends cet exemple car à mon avis ça parle à beaucoup de monde. Mais eux, leur marque de fabrique, c'est d'apparaître le moins possible, ne passe aucune interview. Alors si demain, ils se mettent à passer sur le plateau de Mehdi Maizi, ça casserait totalement l'image de marque. Donc voilà, c'était un peu cet aspect-là que je voulais aborder avec Digidix. Pas besoin de faire toute sa rétrospective, tout le monde le connaît en long, en large et en travers. Voilà, je voulais simplement lancer un petit débat. Est-ce que vous êtes de mon avis ou alors est-ce que coûte, vous voulez que Digidix revienne? Non mais c'est pas possible ça. Non, ça va pas le faire, hein. Pour vous remettre dans le contexte, en 2013, une fille au nom de Mathilde G8 sort une vidéo coup de gueule sur le fait qu'elle est amoureuse mais qu'elle n'est pas en couple. Maintenant, j'aimerais vraiment que les choses soient claires. Je suis amoureuse, pas en couple. C'est pas parce que je fais un cœur avec les mains, style ça, pas parce que je vais rouler une galoche que c'est mort l'amoureux, ok? Bon, en gros, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'elle a buzzé sur ces deux phrases respectives. Non mais c'est pas possible ça. Non, ça va pas le faire, hein. Mais son aventure ne s'arrête pas encore là. Effectivement, ensuite, elle décide de se lancer dans le rap. Ouais, y a certaines meufs qui me veulent pour mon physique, mais va la plus calme que je te... Et dans la danse aussi. Et en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur une vidéo nommée Mathilde G8, Amour, Collège et Baston. Une vidéo légendaire filmée dans sa salle de bain. J'ai pas les mots, c'est génial. Pour le collège, d'accord, c'est bien pour les devoirs, rendre mes amis et tout, mais bon... Et merde... Pourquoi je suis plus... C'est pas un exposé, no stress. Sinon, il y a aussi les bagarres. Ça risque d'arriver très bientôt. Et regardez, elle a même inspiré les plus grandes humoristes. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis toujours célibataire. Enfin, pour ça, peut-être parce que je suis folle aussi. Oui, là, c'est gênant, hein. Bon, je me la racle un peu, mais vas-y, ça me rappelle la bonne époque. Et après ça, elle s'est volatilisée d'internet et est retombée dans l'anonymat. Un groupe de jeunes du quartier a eu un jour la merveilleuse idée de créer un clip de rap avec des paroles engagées qui se déroule à Falampin, une commune de France, grosse ville de gangsters. Évidemment, ça n'a pas loupé, en 2014, Hugo Posey leur est tombé dessus, créant une vidéo à plus de 7 millions de vues. Ils ne sont vraiment pas passés inaperçus. Malheureusement, depuis, ils ont tous disparu dans le néant de la vie. Maintenant le bye bye bye, c'est que je fais des snaps où je dis rail rail rail. Et aux rageux, je leur dis bye bye bye. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et oui, ça a déjà 3 ans, Sekpa ou Génie Incompris, personne à ce jour n'a réussi à définir ce qu'est Benoît le Thug.
Tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il a continué de surfer sur son buzz en sortant des sons tout aussi sensés les uns des autres, et aussi passé sur un plateau de radio, et même plus récemment il est passé dans une vidéo de Théodore, et on pourrait se dire que depuis tout ce temps, il y a eu un vrai glow-up. Eh bien, je vous laisse faire votre avis par vous-même. J'aime employer le mot insolent, et j'ai tendance à utiliser à tout bout de champ. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Dans la nuit du 3 janvier 2017, un adolescent au nom de Baptiste lance un live Facebook tout en brûlant du Kevlar dans une pinte en étain. Et on a pu assister à la réaction de ses parents face à son œuvre, et ça fera le buzz. Vous voyez, c'est spécifiquement ça quand je dis qu'il y a des personnes qui n'étaient pas destinées à devenir connues, mais il a fallu d'une anomalie dans l'équation pour que leur vie change à tout jamais. Je sais pas vous, mais dans un sens, je trouve ça trop badant. Mais remettons les choses dans leur contexte. Baptiste était en école de gastronomie à cette époque, et il devait se lever à 4 h du matin pour prendre son train à 5 h. Mais manque de bol, le lundi 2 janvier 2017, il n'y en avait pas, donc il est rentré chez lui, a pris des somnifères et s'est rendormi. Le boug s'est réveillé à 18 h, sauf que le lendemain, il fallait se réveiller à 4 h. Donc il a bien vu qu'il y avait un problème. Hop, double dose de somnifères, sauf qu'il a eu quelques effets secondaires, comme celui de faire du feu à 2 h du mat en live Facebook dans sa chambre. Après s'être fait engueuler par ses parents, il finit par passer la nuit en oubliant totalement ce qui s'est passé. Vrai trip. Le lendemain, il va en cours tranquille, sauf qu'un pote à lui a vu le live et lui montre. Donc là, il est un peu abasourdi puisqu'il n'a plus aucun souvenir. Il rigole ensuite, mais une personne qui ne rigole pas du tout, eh bien c'est sa mère. D'après elle, durant plus d'1 an, elle a vécu dans la peur que ça ruine la vie de son fils ainsi que son futur. Mais avec le temps, tout est rentré dans l'ordre. Non, j'ai déprimé comme c'était pas possible. J'avais peur qu'on le reconnaisse à l'école et qu'il se fasse virer, quoi. Aujourd'hui, il a 27 ans, travaille dans la restauration, est activiste dans la défense de l'environnement et pratique la photo comme on peut le voir sur son Instagram. Il possède une page Vidéoléo pour faire des vidéos personnalisées à 25 €, mais le tout semble être reversé à des associations, donc on va dire que c'est pour la bonne cause. À mon avis, il vit très bien la situation. Encore dernièrement, il est passé sur le plateau de Koé, donc il doit plutôt voir ça comme une anecdote et préfère en rigoler. Mais mine de rien, ça aurait pu être tout l'inverse en ruinant totalement sa vie. Vous l'avez sûrement reconnu à cette chanson, mais savez-vous vraiment qui se cache derrière ce gosse? Misha, de son vrai nom Mishovi Silenosti, a commencé sa chaîne YouTube en 2014, et au début c'était des sortes de mini-sketchs avec son grand frère. Déjà à cette époque, il n'était pas vraiment apprécié, alors que objectivement, c'est juste un gosse qui s'amuse. Et un jour, le 16 juillet 2016, sortira la musique qui aura été ancrée dans la tête d'énormément de personnes, I Play Pokémon Go, avec quasiment 100 millions de vues. Puisqu'effectivement, le jeu Pokémon Go était sorti 10 jours avant, j'imagine que c'était un beau tremplin pour faire le buzz. Ensuite, il a continué de surfer sur son propre buzz, en faisant des chansons sur League of Legends, sur Tinder, sur les Handspinners. Va là-bas! Ouais, ça a mal vieilli. Puis les années passent et notre Misha poursuit sa carrière de chanteur en sortant des albums un peu plus matures, mais continue de garder cette vibe gaming sur le côté. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. En voyant sa tête, vous avez sûrement pensé au générique de Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur. Mais Simon du 33, ou plutôt Simon et Elise, c'est véritablement une usine à mèmes. Il a posté plus de 70 vidéos dans lesquelles il chante, d'abord tout seul dans un cadre très austère, puis fera des feats avec des femmes. Il est chaud Simon, il a trouvé un glitch pour pécho, il savait ce qu'il faisait depuis le début. Voilà, on peut dire que sa version de Pokémon est la plus iconique, mais il a lâché d'autres masterclass bien sous-cotés comme le générique d'Olive et Tom. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. Et à l'époque, il avait tellement fait le buzz qu'il est passé sur le plateau de N'oubliez pas les paroles avec Nagui. Alors je suis dépité, sa vidéo n'est plus disponible, que ce soit sur sa chaîne ou sur internet en général. La seule preuve existante de ce banger, c'est sa bannière et sa photo de profil. Pitié, aidez-moi à retrouver ce Lost Media. Je voulais juste briller, c'est du rap, tout ira, c'est du rap, tout ira. Axel du 76, c'est une chanson qui pourtant aura marqué énormément de personnes de par son inaudibilité. Et je crois que c'est le mec qui a vécu la plus grosse injustice de l'histoire de la musique, puisqu'il se fera supprimer sa chaîne YouTube par des hackers. Du coup, il en recrée une pour reposter le son.
Sauf que pendant ce temps, des petits malins avaient déjà réupload ce banger en réalisant des millions de vues sur son dos. Mis en lumière par Antoine Daniel à l'époque, il décrochera plusieurs palmarès. Cyprien qui tweet « Je voulais juste briller », sa présence sur Genius avec une analyse très poussée des paroles, il bégaye sûrement car il est stressé au vu de sa quantité de fans. Une vidéo de Seb qui cumulera plus de 3 millions de vues, à laquelle d'ailleurs il répond « Et oui, il faut bien surfer un maximum sur le buzz ». Déjà c'est de la fille, t'es un gros p***. Gros marin, t'es à 2 balles, mais tu sers à que dalle. Are you serious right now, bro? Et le meilleur pour la fin, une réponse de Cortex. Je tombe sur un mail de... c'est Alex, 76, je voudrais que tu me produises Cortex, tout ça, ça ferait du gros buzz, tout ça. Non, moi je peux pas te produire, j'ai pas envie de te produire. Franchement, tu rappes très mal. C'est le pire but contre son camp. Donc je ne veux pas. Tu vas pas briller, tu vas plutôt te mouiller, les gens ils vont te jeter des bouteilles d'eau. Oh, bah c'est celle-là. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Salut Sébastien. Alors Cortex, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Alors j'ai quasiment rien à rajouter par rapport à son passé. Par contre, depuis la vidéo, là, il y a pas mal de trucs à dire. Déjà, sa chaîne a été supprimée. C'est hyper triste en vrai parce que ça veut dire que des centaines et des centaines de vidéos sont devenus des lost media aujourd'hui. Et je m'avance juste sur un petit truc, mais à mon humble avis, j'ai utilisé des extraits sur ma vidéo qui ne sont plus disponibles aujourd'hui. Donc si vous voulez voir l'exclusivité, n'hésitez pas à aller la voir. Pub pour sa vidéo, fait. Mais ouais, blague à part, ça fait 4-5 mois que sa chaîne a été supprimée. Et ça m'étonnerait fortement de la revoir réapparaître un jour. Aujourd'hui, quand on recherche Cortex dans la barre de recherche, il ne reste plus que ses apparitions sur d'autres chaînes YouTube, mais nous n'avons plus accès aux pépites les plus enfouies de sa chaîne. Je crois qu'on se rend vraiment pas assez compte de tout ce qu'on a perdu. Sinon, fait improbable, et celui-là je pense que très peu de personnes le savent, mais quelques-uns de ces sons qu'il a pu faire dans sa carrière de rappeur ont été mixés par NKF, un des ingé-sons de PNL. Voilà, c'est posé. Sinon, comment parler de Cortex sans parler de sa récente rencontre avec Cyprien sur le plateau de Zen, le crossover légendaire qui aura mis plus de 11 ans à se réaliser. Et ce qui est drôle, c'est que Cyprien n'était vraiment pas au courant de sa venue, et quand il le voit, on sent la dose de malaise intense. S'ils ne se sont pas rencontrés avant, c'est qu'il y a bien une raison. Cyprien avait fait un clash sur lui, et c'était censé s'arrêter là. Surtout qu'au moment où le scandale entre Cyprien et Squeezie avait éclaté, t'inquiète même pas que Cortex était là pour récupérer un peu de buzz. Pour autant, Cyprien n'avait pas réagi à ces nombreuses relances. Donc j'ai appris une mauvaise nouvelle sur YouTube là. Le duo de choc Cyprien-Squeezie, il y a une embrouille. Donc Cortex, même si j'étais en clash avec toi Cyprien, moi je vais vous inviter au restaurant. Cyprien, Squeezie, vous voulez pas venir au Brésil, comme ça vous arrangez ça? Aujourd'hui, Cortex est toujours actif sur Twitter. Tout a l'air de bien aller pour lui entre la salle et les vacances. On lui souhaite une bonne continuation. Alors je pense pas que tout le monde connaîtra la légende qu'est Damien du 64, mais ce type, c'est un véritable malade. Les images parlent d'elles-mêmes. Il est arrivé et reparti en légende le 23 juillet 2013 et a complètement disparu d'internet. Mais j'avoue que j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu. Pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Eddie Malou s'est également fait connaître par le biais de What the Cut, l'épisode 25. Ce qui a fait beaucoup rire les gens, c'est qu'il semblait utiliser des mots aléatoires comme la congolexicomatisation de la loi du marché ou encore la nucléarité des rollers. Quand on parle des sports, on voit la nucléarité. Eddie Malou s'inscrit alors comme une légende d'internet en devenant carrément un mème. Mais oui, c'est clair. Une page Wikipédia sarcastique décryptant la complexité de ses dires a même été créée, décrivant entre autres la thèse de la congolexicomatisation des lois du marché. Cette thèse de macroéconomie relative basée sur la TGO fut soutenue en 1976 à l'université de Kinshasa par le savant Eddie Malou. D'une longueur totale de 890 pages, elle ne fit cependant l'objet d'aucune attention particulière de la part du jury en raison de sa complexité. Elle fut même rejetée car personne, à part Eddie Malou, ne parvint à trouver le lien logique entre tous les éléments évoqués dans son contenu. Cela s'applique par sa façon nucléaire de penser, la nucléarité des rollers. Bref, c'est juste du troll, ils ont carrément inventé toute une histoire autour de lui. Si vous voulez aller voir, vous allez péter votre crâne. Mais qui est vraiment Eddie Malou? Et surtout, quel était le contexte de cette fameuse vidéo? Eddie Malou est né le 26 janvier 1954 et est originaire de Lubolo. Il a fait des études de sciences et décroche son diplôme d'état aux humanités scientifiques. Selon lui, il a ensuite étudié au Congo,
en Côte d'Ivoire et en Europe. Et est devenu un savant à partir d'octobre 2012, c'est précis. Je suis mort, on dirait que j'ai fait un vrai documentaire sur un personnage historique, ça me fume. Puis vient ce célèbre jour en 2013, un journaliste s'approche d'Eddie pour lui demander son avis sur la législation de l'utilisation des rollers en public dans une rue de Kinshasa. Et sa réponse, vous la connaissez déjà. Eddie Malou serait en fait atteint d'un trouble de l'expression, dans le sens où il maîtrise la langue et qu'il a beaucoup de vocabulaire, mais que lorsque ses réponses sont spontanées, il dit un peu n'importe quoi. Bien évidemment, les trolls n'ont pas manqué de faire croire qu'il était mort le 22 février sur une page Facebook, mais les propos ont été rapidement démentis par son frère. Depuis, il va bien, il apparaît dans des interviews, a tenté d'expliquer la congolexicomatisation, et je dis bien tenter car perso, je n'ai toujours rien compris. Et le cours de la congolexicomatisation, x plus 11 factoriel dans log de x plus 15. J'adore ce mec, il essaye d'expliquer un mot en passant par les mathématiques. Un génie. Sinon, il est aussi présent sur TikTok, et oui, il faut bien se moderniser. Mais Eddie Malou n'est pas stupide, il sait qu'aujourd'hui il est devenu une figure publique, et a donc décidé de vendre pour la modique somme de 35 € des vidéos dédicacées. Et selon la légende, il aurait déjà rédigé son programme politique, au cas où il serait élu président de la République. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive? J'ai pas compris. Son nom vous ne dit peut-être rien, mais je suis quasiment sûr que vous connaissez cette mélodie. Il vit en Algérie et d'après la légende, il était en relation à distance avec une certaine Alison, qui elle habitait en France. Malheureusement, au bout de quelques jours, elle le quitta. C'est alors que Walid eut la merveilleuse idée de composer des chansons dans le but de la récupérer, et une légende est née. Il a ensuite sorti d'autres bangers comme Allô le monde, Si vous voulez, Tue-moi qu'est-ce que t'attends, Alison, je t'aime très fort. J'ai pas compris pourquoi elle n'est pas sérieuse avec moi. Je t'aime Alison, très forte, je peux pas rester sans toi mon amour. Et plein d'autres sons qui sont malheureusement devenus des lost media que l'on peut encore apercevoir grâce à la mémoire cache sur sa page Facebook. Aujourd'hui, il est retombé dans l'anonymat, mais contre toute attente, quelqu'un l'a retrouvé en 2020. Je t'aime Alison, La légende raconte qu'après cette vidéo, Alison s'est remise en couple avec lui, se sont mariés et eurent beaucoup d'enfants. Internet, c'est un bon moyen de gagner de l'argent quand on a du talent. C'est ça. Bien sûr. Matt Podcast. Alors là, je pense que tout le monde l'a. C'est un vidéaste qui avait fait parler de lui en 2016 pour une affaire de plagiat à l'encontre de youtubeurs américains. Mais qu'est-il devenu depuis toutes ces années? Après son énorme bad buzz, Matt Podcast a promis de ne plus décevoir sa communauté. Je vous le promets, je ne vais plus jamais vous décevoir. Pendant un temps, le contenu restait semblable à l'ancien, mais sans plagiat. Puis en 2018, il lança sa propre radio, Matt et ma clique. C'était son rêve de gosse, mais malheureusement pour lui, ce milieu étant en perdition, les statistiques dégringolent, plus personne ne le calcule. Il est cependant revenu avec une vidéo d'explication en 2019, plus de 3 ans et demi après le drama, dans laquelle il parle avec beaucoup de recul sur la situation et en disant qu'aujourd'hui, il est complètement détaché de cette époque et qu'il a réussi à tourner la page en grandissant, mais étonnamment encore beaucoup de personnes ont l'air d'en avoir encore après lui quand on regarde le ratio like-dislike de la vidéo. C'est fou de se dire que cette histoire est désormais collée à sa peau. Quand on dit Matt Podcast, je suis désolé mais ça rime avec le mot plagiat. C'est hyper triste pour lui depuis tout ce temps malgré tous les efforts qu'il a pu fournir de ne pas avoir réussi à se détacher de cette image. Comme quoi en une seule erreur, on peut être foutu. Depuis 2019, Matt fait essentiellement des lives poker sans prétention sur Twitch. Il a également l'air d'avoir été investi dans le domaine de la crypto-monnaie, mais officieusement, on peut dire qu'il est retombé dans l'oubli sans jamais être parvenu à remonter la pente. Il y a quelque chose que je trouve paradoxal dans ses propos. Dans un live, il dit que son rêve a toujours été d'être animateur de radio et que pour ça, il fallait être connu. C'était faire de la radio, tu vois, faire de la radio à grande échelle, quoi. Il fallait que je sois célèbre pour, enfin, que je sois célèbre, que j'ai de la notoriété pour, tu vois. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il dit qu'il n'en a plus rien à faire des statistiques, qu'il fasse 1000 ou 1 million de vues, il s'en fout. Pourtant, son rêve d'être animateur de radio est toujours d'actualité, et même s'il a pu développer son émission, ça galère encore un peu, donc logiquement, il devrait avoir encore cette envie d'avoir du public pour ensuite le rediriger vers son émission. Je pense que tu as énormément de youtubeurs qui ont commencé en même temps que moi, ou même après, etc. Toi, à mon avis, se mordent les doigts quand ils voient leur nombre de likes sur Instagram ou leur nombre de vues sur YouTube baisser. Et en fait, moi, ça, je me suis complètement détaché de ça grâce à mon bad buzz, clairement. Donc, est-ce qu'il est dans le déni? Je ne sais pas trop. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la situation. Passe ta maman. C'est drôle parce que moi, ma maman, elle est pas là.
On la ferme. T'as qu'à me passer la tienne. Valentin pourrait être qualifié de ce que l'on appelle une lolcow. Lolcow étant un terme né sur internet désignant une personne dont on se moque souvent car elle est atypique. La grande majorité des mèmes qui sont nés malgré lui sont tirés de moqueries qu'il a subies de la part de sa communauté. Et c'est le fait qu'il soit premier degré H24 qui fait que les gens s'acharnaient de plus en plus sur lui, en se moquant de sa difficulté par exemple à trouver une femme, lui faire dire des phrases trolls. Une petite dédicace à Vivit l'air. À Vivit l'air, je l'embrasse très fort et j'espère qu'il va vite se rétablir. Nidgar? Qui c'est ça, Nidgar? Ou encore parler de sa calvitie. Ça va encore durer longtemps cette histoire de calvitie. C'est pas vraiment une calvitie, c'est un truc génétique dans la famille, on est comme ça, c'est tout. C'est quand même pas compliqué à comprendre, non? Et il a eu le malheur de réagir à ce genre de provocation. Et Internet n'a pas manqué de s'en souvenir. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque Valentin a une relation à distance avec une fille plus jeune que lui, beaucoup plus jeune que lui. Alors d'après ses dires, il ne le savait pas avant qu'elle ne le lui dise, mais c'était trop tard. Regardez le tableau, vous avez un gars qui est assez atypique. Faut dire, et ça a déjà été le cas, beaucoup de gens auraient pu déjà avancer la théorie que c'était un pédophile. Sans preuve, juste pour balancer des rumeurs car le monde est méchant. Mais là, il a sorti une vidéo en s'expliquant qu'il a vraiment donné le bâton pour se faire battre. Vous vous souvenez de Kitty, celle que je considère ma fiancée sur le net? Eh ben je crois que notre relation, elle va s'arrêter là. Eh oui. En fait, je crois que j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie et franchement, je regrette vraiment d'avoir fait tout ça, mais j'y pouvais rien, je suis désolé, mais si les gens qui m'ont traité de pédophile me regardent, je suis vraiment désolé, mais je ne pouvais pas deviner que Kitty était trop jeune pour moi. J'allais quand même pas lui demander ses papiers sur les réseaux sociaux quand même. De toute façon, quand elle a vu mes vidéos sur YouTube, elle devait bien se douter que j'étais un adulte, non? De toute façon, moi j'y peux rien, moi j'ai cru qu'elle avait 18, qu'elle était aussi âgée que moi, et donc voilà, je me suis fait piéger par mes sentiments, c'est tout. Et ceux qui m'ont traité de pédophile, je crois que je l'ai mérité, franchement. D'accord, ok, j'aime les enfants, mais pas à ce point-là quand même. Même si vas-y, j'étais le premier à rigoler devant ces petits extraits, je reste persuadé que tout cet acharnement a eu des répercussions négatives sur lui, puisqu'il en est venu à supprimer sa chaîne, elle est devenue introuvable sur YouTube. Il a par conséquent disparu d'internet, et c'est peut-être mieux pour lui. La voie du milieu étant la porte en dedans, c'est la porte de la paix intérieure pour manifester la paix extérieure, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Sylvain Durif s'est fait connaître en 2012, date à laquelle il était censé se produire la fin du monde. Il était passé sur BFM dans sa petite commune de Bugarache. Et depuis ce jour, que ce soit des YTP, des musiques ou tout simplement des partages, Sylvain Durif est partout sur internet. Et ça, il l'a bien exploité puisqu'il a continué de poster des vidéos, ce qui l'amènera à attirer les journalistes qui l'ont interviewé dans cette célèbre vidéo juste lunaire. Quand en effet, à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon lit, un lit superposé. Il était à peu près 9 h du soir. Et j'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mowgli en fait. Par ailleurs, Sylvain Durif est présent sur Facebook, plateforme sur laquelle il y a eu une montée en puissance de personnes contre lui. Et il faut savoir que Sylvain Durif avait mis en place la gouvernance pacifique, la gouvernance planétaire et cosmique pacifique au nom de Helvita. Et grosso modo, c'est un monde dans lequel il n'existe qu'un seul dirigeant, lui-même. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Le méga projet de la gouvernance pacifique Helvita est d'instaurer la paix et le paradis sur Terre et dans le cosmos. C'est un investissement de 600 000 milliards d'euros. Ah ouais, ça déconne pas. Il est ambitieux parce qu'il compte uniquement sur les dons pour financer cette somme. Bon, un peu après, on voit que le projet a finalement besoin d'un investissement à hauteur de seulement 8 000 milliards d'euros. Bon, ça va, comparé à 600 000 milliards, c'est honnête. Mais Helvita, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il nous promet? Eh bien, ça repose sur plusieurs concepts et je vous préviens, c'est lunaire. 1. Le système communication planétaire et cosmique, invention de l'algorithme IA. 2. Les cités de lumière, centre de régénération psychique et corporelle. 3. Résolution d'énigmes universelles comme le secret de la régénération, le Graal. 4. Supercar, monotrace et soucoupe volante écologique. 5. Maison écologique aérospatiale. 21 autres concepts et projets liés au méga projet d'ensemble, centrale d'énergie, vril, purification globale, centre d'enseignement cosmique, etc.
Ah oui, hein, parce que tout ça c'est disponible sur son LinkedIn. En 1990, il passe son bac C qui correspond aux mathématiques. De 1979 à 1991, il fera un conservatoire de musique en pratiquant la flûte à bec. De 1990 à 1992, il fera un DUT informatique à l'université Claude Bernard à Lyon. Et en 2003, c'est là que tout a commencé à partir en vrille. Il a fait un MBA exécutif à Montpellier, a préparé le lancement d'Elvita et a fait son mémoire sur le turbo internet. Ah, il était en avance sur son temps. Et on voit qu'en parallèle, il était dans le domaine informatique puisqu'il développera des logiciels. Et sur quoi on tombe quand on écrit gouvernance planétaire et cosmique Pacific Elvita sur Google? Je suis désolé, j'arrive jamais à retenir le nom. Eh bien, on tombe sur une entreprise appartenant à Sylvain Durif au nom d'Elvita dans l'édition de logiciels. Putain, en fait, il veut pas rétablir la paix. Ah là, je suis déçu Sylvain. Mais bref, je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, j'avais fait une vidéo il y a 1 an sur ça, avec des passages de vidéos de lui exclusifs. Mais vous allez me dire, depuis 1 an, il a dû s'en passer des choses. Eh bien, vous avez raison, il s'en est passé des choses. Déjà, il a essayé de me menacer par mail pour faire supprimer ma vidéo. Mais sinon quoi, il allait m'envoyer les petits hommes verts. Bonjour, je suis le Grand Monarque. Ceci pour vous informer que vous avez volé mon contenu de live TikTok et de ma chaîne YouTube pour désinformer auprès du grand public et me diffamer gravement. Je vous demande de restituer les vidéos de live TikTok via WhatsApp et de supprimer la vidéo diffamatoire à mon encontre et de faire une nouvelle vidéo d'excuses publiques. À défaut de faire ceci sous 24 heures, vous me communiquerez votre nom complet, votre adresse pour dépôt de plainte officielle contre vous pour vol de contenu, détournement de mon image et de mon discours, et diffamation publique visant à me mettre en faillite et à protéger des criminels diffamateurs, usurpateurs, assassins et escrocs dont vous faites partie agissant gravement contre moi et la gouvernance pacifique planétaire et cosmique, Elvita, cordialement. Bon, j'avoue, j'aurais pu baisser mon froc et faire une vidéo d'excuses, mais bon, faut pas abuser. D'ailleurs, en y repensant, je me souviens que 2-3 semaines après la sortie de la vidéo, t'as un gars qui m'a appelé, donc je pense que c'est Sylvain qui lui a refilé mon numéro parce qu'on discutait par WhatsApp. Il essayait de me faire un peu peur, c'était chelou. Sûrement un mec obnubilé par le Christ cosmique, mais après il m'a plus jamais rappelé. Sinon, il y en a pas mal qui ont théorisé sur la fameuse question est-ce qu'il joue un personnage? Est-ce qu'il est complètement illuminé? Il y en a qui sont persuadés que c'est un gourou de secte, comme d'autres qui pensent qu'il est schizophrène, ou encore d'autres qui pensent que tu m'as l'air plus bizarre que lui, et tu dis des choses alors que tu montres le contraire juste avant. Moi en tout cas, je n'en sais rien. Je ne sais pas, mais il y a tellement de choses bizarres et qu'on ne sait pas, donc je laisse le bénéfice du doute quand même. Il m'a l'air très intelligent, de savoir ce qu'il dit, etc., etc. Mais les coïncidences avec le nombre 666, je trouve ça très étrange. Peut-être le fameux Antéchrist, ou juste quelqu'un qui est avec le diable. Je ne sais pas du tout. Et j'aimerais savoir d'ailleurs. Et en tout cas, c'est normal qu'il essaye de gagner de l'argent s'il n'en a pas. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Mais tellement de choses qui sont fausses, etc. On ne sait plus quoi croire, ni rien. C'est n'importe quoi. Faudrait qu'il y ait que des vérités. Qu'on sache ce qui est vrai, ce qui est faux. Et qu'on sache ce qu'on ne sait pas. Que le bien remporte contre le mal. Bref, en tout cas, j'ai pas d'avis moi. Je ne sais pas quoi croire. Mais ça m'intrigue énormément. Wow, ça fait quand même beaucoup de lignes pour dire pas grand chose au final. Sinon, j'ai eu pas mal d'informations relatives à Sylvain. Alors malheureusement, c'est des commentaires, donc il va falloir croire ce genre de personnes sur parole. Fin des années 2000, début des années 2010, j'allais souvent en vacances à Bugarach, proche de Perpignan. C'est le fameux village qui était supposé résister à la fin du monde en 2012. J'y allais donc avant son buzz, car mes parents avaient des amis qui tenaient un gîte. A noter que déjà à l'époque, le village et ses alentours étaient habités par des illuminés qui pensaient qu'en sautant nus de la montagne à côté, ils obtiendraient des bénédictions, ce genre de choses. À cette époque, Sylvain habitait là-bas, avant son buzz encore une fois. Étant donné que c'est un minuscule village, mes parents nous laissaient jouer dans le village tant qu'on était à l'heure pour les repas. Il nous est arrivé de tomber sur lui avec ma sœur et il était déjà illuminé à cette époque. Il nous racontait des choses incompréhensibles et son personnage était déjà en place. Ça nous faisait rire mais nos parents nous avaient interdit de lui parler, chose qu'on ne respectait pas vraiment. Je pense perso que déjà avant internet, il était dans son personnage qu'il joue tellement qu'il est devenu comme ça. Il devait certainement essayer d'arnaquer les gens et les ramener dans sa dérive sectaire avec l'explosion d'internet et de Bugarach à l'époque. Il a joué de son personnage sur YouTube pour ramener plus de gens. Bref, c'est un malade mental depuis bien longtemps et qui a profité de la lumière sur sa petite place pour faire le buzz et entendre son arnaque. Voilà, comme quoi les avis sont vraiment divers et variés. T'en as qui le protègent corps et âme, quand d'autres le critiquent. Sinon, qu'est-ce qu'il est devenu par rapport à ma vidéo? Bah, pas grand chose, on sait pas trop. Il est toujours un peu actif ici et là sur sa chaîne YouTube, mais c'est tout. Pour la petite anecdote, il avait posté récemment une vidéo qui s'appelle Adoubement du chevalier William Paul de Casse, dans lequel on voit Sylvain Durif adouber un mec. Sauf que depuis, la vidéo a été retirée en raison d'une réclamation pour atteinte à la vie privée envoyée par un tiers. Alors je ne sais pas si c'est un troll de la part d'un utilisateur ou si c'est le mec de la vidéo qui n'était pas d'accord pour que ça soit diffusé, mais j'ai trouvé ça plutôt étrange. Sur ce, on close cas avec une magnifique improvisation
l'improvisation de la flûte traversière cosmique. Voilà, donc essayage rapide. Tant désespéré, grâce à internet, j'ai pu te retrouver pour rattraper le temps perdu. Je me sens heureux depuis ton retour. Maintenant, je peux te voir. En décembre 2008, une fille se prénommant Miss Amanda posta une vidéo qui allait littéralement changer sa vie à jamais. École au Sénégal. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres, mais pour les Français, on dit qu'on est riche, avec 50 € là-bas. Et très rapidement, la vidéo va être relayée, principalement dans les collèges, au lycée. Énergie et d'autres radios vont s'intéresser à son cas en l'invitant dans leurs locaux. Tu me dis que je suis pas rappé? T'as qu'à demander à mes fans, à mes 1600 fans, qui sont fans de moi, parce que je rappe super bien de moi. C'est la seule rappeuse qui arrive à faire rapper. Et rimer rapper avec rapper. J'en ai marre tous ceux qui me critiquent, qui me taillent, mais je passe par-dessus. Même si en écoutant ça aujourd'hui on peut esquisser un sourire, à l'époque c'était vraiment un réel engouement négatif autour d'elle. Insultes, moqueries, menaces de mort. Cet acharnement avait majoritairement lieu sur les réseaux sociaux, mais évidemment dans la réalité aussi. À cette époque elle était encore au lycée, donc on n'imagine pas le nombre de moqueries qu'elle a dû subir. La vie scolaire ainsi que ses parents l'incitaient très fortement à arrêter le massacre, mais non, elle fera tout le contraire. Franchement, avec du recul, j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi il y a autant de haine envers elle en fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne se laisse pas abattre et va continuer le rap en répandant entre autres aux rageux. En fait, elle va tout faire pour amplifier cette haine. En 2010, elle essaye de se recréer une nouvelle identité en changeant son pseudo, Miss Sing 91, et tente de sortir un album avec son nouveau label, My Major Company. Mais ça ne fonctionnera pas. Elle continue alors de poster des sons de son côté, qui malheureusement entraînent toujours un engouement négatif autour d'elle. Elle ne faisait que de répéter qu'elle faisait ça par passion, qu'elle avait débuté le rap car ses amis en faisaient aussi, mais plus le temps passe, plus elle gagne en popularité. Et ça a donné lieu à des crossovers légendaires comme Amanda feat. Swagman. Ça pose soir représente ma misère, ici ça mort, ça pue la mort. Ouais. Ou encore des photos d'elle avec Rimka et Cynic, des idoles pour elle finalement. Et d'un côté, on peut dire qu'elle a réalisé son rêve. Aujourd'hui, elle a 32 ans et selon les rumeurs, elle est maman. Espérons simplement qu'elle ait réussi à sortir de toute cette haine et qu'elle a retrouvé une vie normale. Ouais, effectivement, si tu branches une meuf qui a 17 ans, inexorablement, elle va te rétorquer. Oh, qu'est-ce qu'il veut? Sachez une chose, ça m'aide la mort. Mais arrêtez de triquiter pour un oui pour un non. Jean-Pierre Erland est aussi un parfait exemple de ce qu'est une lolcow. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, une lolcow en fait c'est une personne dont on pourrait se moquer assez facilement sur internet dû au fait qu'elle soit assez atypique en général. Entre autres, Jean-Pierre Erland est une personne qui a du mal à s'exprimer et fait énormément de fautes d'orthographe et n'a pas un physique avantageux, il faut se le dire. Le 9 mai 2010, il a sorti sa toute première vidéo intitulée « Message pour les mecs » dans laquelle il explique quel comportement il faut avoir face à une femme qui ne veut pas de vous. C'était pour vous expliquer sur les femmes. C'est vrai que c'est bien d'avoir une femme, on peut vivre avec, mais le jour ça va pas, faut mieux partir. Ça sert à rien de la battre, s'il veut sortir, il sort. Ça sert à rien de les enfermer à la maison. On n'est pas là pour ça. Et c'est principalement sur ce ton naïf et le fait qu'il donne des leçons de morale évidentes comme ne frappez pas les femmes, c'est pas bien, qu'il va se faire attaquer. Le même jour, il poste une seconde vidéo où il semble s'adresser à une personne au nom de Marie, sauf que la vidéo se retrouve en public sur YouTube. Comme s'il pensait qu'une seule Marie allait voir ça, alors que plus de 400 000 personnes ont assisté à la scène. Bonjour Marie, c'est Jean-Pierre. Tu sais Marie, tu m'as dit d'aller sur le site où tu m'avais dit, je les ai regardés. Tes 2 chansons. Tu sais Marie, c'est bien. Toujours le même jour, il posterait une vidéo dans laquelle il pousse un coup de gueule au président de la République de l'époque, Sarkozy. Bonjour monsieur Sarkozy. Bon, en France, on n'a jamais de place pour rouler. Il y a toujours des accidents pour les vélos. Monsieur Sarkozy, je voulais vous demander, faites-nous des trucs de piétons. Pour nous qu'on roule dessus, pour pas qu'on se fait étrabouiller. Deuxièmement,
Pour les personnes handicapées, pareil, vous pensez pas aux personnes handicapées. Comment vous voulez qu'il va à la banque? Déjà ça, c'est pas possible. Il y a des escaliers. Mais monsieur le président, de toute façon, c'est vous le boulot. Déjà, vous voulez rien faire. Comment vous voulez qu'on fait quelque chose? Et encore une fois, son ton naïf et ses problèmes de prononciation encourageront les insultes et les moqueries qui le mèneront 3 jours plus tard à poster sa célèbre vidéo « Arrêtez de triquiter mes vidéos », vue plus de 6 millions de fois à l'heure actuelle. Si vous n'êtes pas content de mes vidéos, vous n'allez pas les regarder. Et deuxièmement, si vous voulez pas m'écrire, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez pas me répondre, vous me répondez pas. Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Pourquoi que vous en faites pas des vidéos à la place de triquiter tout le monde? Alors évidemment, sortir cette vidéo allait avoir l'effet diamétralement opposé à celui souhaité. Les moqueries ne cessent d'affluer en commentaire et sur les forums. Par la suite, il postera d'autres vidéos comme des coups de gueule. J'ai vu l'article que tu m'as fait sur la radio. C'est pas malin de se foutre de la gueule des gens. Et continuera de donner des leçons de vie évidentes comme respecter les animaux ou encore conseils pour avoir des enfants alors qu'il n'en a pas. Il continuera de poster quelques vidéos jusqu'au 20 mars 2013 et après ça, plus rien. Beaucoup de personnes sur les forums ont commencé à dire qu'il était décédé et peu à peu, tout le monde a véritablement cru à cette théorie. Sauf qu'il n'en est rien. Effectivement, 5 ans plus tard apparaît une vidéo sur une chaîne nommée Jean-Pierre Erland 2.0, dans laquelle il se plaint des racailles qui attaquent les autorités. Pourquoi vous entendez après les gendarmes, la police municipale, la gendarmerie? Ils font leur boulot, laissez-les. Les putes jeunes de merde là, l'espèce de putain de racailles. C'est pas la peine de les attaquer. Il disparaît une nouvelle fois le 1er août 2019. Ensuite, des gens ont réussi à le retrouver sur TikTok. Une application qu'il prenait pour, comment dire, une application de rencontre? Pour mesdames, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant et je vis seul. Je ne suis pas marié et j'ai pas d'enfant. Cela sera confirmé dans sa bio. Fait étrange, vous vous souvenez de la vidéo dans laquelle il parle à une certaine Marie? Eh bien, il a réitéré le même phénomène avec son père. Papa, c'est Jean-Pierre. Je le sais, dans ta vie, on t'a jamais dit « Je t'aime mon fils ». C'est pour ça, comme nous, on était petits, tu m'as jamais dit « Je t'aime ». C'est pour ça que je venais toujours sur tes genoux pour avoir de l'affection. Pour que toi, t'arrives à me dire « Je t'aime ». Alors je ne sais pas trop comment l'expliquer, peut-être qu'il ne comprend pas trop comment Internet fonctionne, peut-être qu'il pense qu'elles ne sont vues par qu'un seul utilisateur. Pourtant ça n'a pas de sens, il y a d'autres vidéos dans lesquelles il sait bien qu'il s'adresse à une communauté. Donc si vous avez une théorie par rapport à ça, n'hésitez pas. D'autres vidéos sur son TikTok seront postées, notamment quelques-unes où on entend une connaissance à lui en arrière-plan. Alors tu recherches toujours une femme? Que des étudiants que j'ai. Vous l'aurez compris, ici le gros problème c'est le harcèlement. Alors a priori il ne s'est rien passé de grave, mais on ne sait pas comment une personne comme lui qui a l'air d'avoir quelques problèmes psychologiques peut réagir. Et la rumeur comme quoi il était décédé aurait pu s'avérer vraie s'il était plus faible psychologiquement. Qu'est-ce que je pense des femmes au volant? Joe Arnaud de la contraction Johnny et Arnaud, et de son vrai nom Eddie, est lui aussi une légende. Mais pas n'importe laquelle puisqu'il fera partie des premières d'internet. Windows 7, la boule webcam, une chambre en bordel, ah là on est bien dans les tréfonds du web. Il s'est inscrit sur YouTube en 2007, malheureusement cette chaîne a été supprimée, mais heureusement sa page Dailymotion existe encore. Au début, Joe Arnaud, c'était quelqu'un qui partageait son intérêt pour le foot. Étant belge, son équipe préférée est celle d'Anderlecht. Et comprenant alors la rivalité qu'il y a entre différents clubs, il n'hésitera pas à se moquer de celui de Lyon par exemple. Nous les avons massacrés, cette petite équipe, et nous avons l'intention de refaire la même chose. Ils oublient que Anderlecht, c'est une grande équipe. Et là, c'est le buzz. À tel point qu'un journal belge ira l'interviewer directement chez lui et en expliquer un peu plus sur sa personne. J'ai commencé mes vidéos tout à fait par hasard. C'était pendant la période électorale, c'était le site Dailymotion. Et j'ai eu envie de faire des vidéos comme ça pour avoir même 10 vues. Et puis il continuera comme ça longtemps, très longtemps, en passant par sa période clash, puisque c'est ce qui fonctionnait à l'époque. Shark Killer, là, le mec qui fait des vidéos montage code Cortex, là, et il vient me clasher, moi, la région. Bon, le mec, il me traite d'handicapé, fou, et il sait pas à qui il parle, lui. Bon, je suis d'accord avec vous, il fait un peu liquide. Ça doit sûrement être dû au gros pet qu'il fume à longueur de journée. Mais en vérité, Joe Arnaud est hyper compliqué à cerner. Super compliqué à définir en fait, puisqu'il peut passer de les femmes au volant à le plongeon de la mer pour Noël. Ce type est vraiment une énigme vivante. Attention. Hop. Aïe.
Mais alors que le succès devient de plus en plus grand pour Joarno, celui-ci devient le premier Belge à toucher de la monétisation de la part de YouTube. Alors que le Boog a plus de 40 piges et fait des vidéos dans sa chambre en bordel avec une chemise Hawaï et des lunettes de soleil bien trop grandes pour lui. Sauf qu'il estimera se faire arnaquer par la plateforme en se plaignant des revenus bien trop faibles. Mais heureusement, pour contrecarrer tout ça, tout le monde le reconnaît dans la rue et lui demande des autographes. Et même les femmes commencent à s'intéresser à lui. Quel Tchad. Même TF1 se sont tournés vers lui pour l'intégrer dans l'émission 7 à 8, mais celui-ci a décliné l'offre car c'est trop une star. Alors qu'il grimpe les échelons dans le YouTube game, Joarno prend la confiance et veut toujours plus de buzz en appelant les secours. Pour aucune raison. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2020, vers 3 h du matin, il a appelé l'ambulance de Liège pour un soi-disant malaise. Donc vous imaginez bien, les secours arrivent chez lui, ils ouvrent la porte et voient un type faisant semblant de dormir tout en diffusant la scène en live. La police! C'est vous qui avez appelé l'ambulance? Vous avez appelé l'ambulance, monsieur? 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 Vous avez appelé la police? Les services qui se sont déplacés pour rien ont littéralement porté plainte contre lui et ont facturé les frais à hauteur de 244,48 €. Lui qui voulait faire le buzz, il ne récoltera que 200 vues, pas très rentable move. Aujourd'hui, il est toujours actif sur sa chaîne, attirant un très faible public, mais toujours aussi cinglé. Sachez une chose, la merde à mort. Arme de pin de Liberator, et comme tu le vois, c'est délirant. C'est le daron à qui ça encore? Liberator, pour vous le définir en 2 mots, c'est une personne de perché et vulgaire. Il commença les vidéos sur Dailymotion et son concept était simple. Créer des sortes de mini-sketch ou des blagues borderline, dans le sens où il mettra la moustache du H-word, tiendra des propos racistes et sexuels. Bien évidemment, c'est du second degré, et à mon avis, il profite qu'il ait la dégaine cliché du papy raciste pour attirer ceux qui sont premier degré pour faire le buzz. Il avait aussi une chaîne YouTube à l'époque, malheureusement supprimée. Bon, après ça m'étonne pas trop vu ce qu'il dit dans ses vidéos. Par contre, quelque chose qui ne semble pas être tant du second degré que ça, ou alors il y a un fond de vérité, c'est ce qu'il dit d'un ton solennel sur une vidéo que j'ai trouvée sur sa page Dailymotion nommée « Avoir 50 ans aujourd'hui ». Mais quand même, 50 ans les gars, quand on regarde, c'est un demi-siècle. Bon, le problème avec moi, c'est que j'ai keblo à peu près à 17-18 ans. Quoi. Et ouais, effectivement, si tu prends une meuf qui a 17 ans, inexorablement, elle va te rétorquer « Oh, qu'est-ce qu'ils veulent ?» Donc ça, pour moi, c'est fini. C'est que du rêve. Je les regarde dans la rue passer comme ça, voilà, je mate leur... Ça me rend fou. J'espère fortement qu'il est dans son personnage, parce que c'est hyper chaud ce qu'il dit. Alors il n'a jamais vraiment arrêté les vidéos. Actuellement, il est plutôt tourné vers TikTok, lieu où tous les détraqués de YouTube se sont réfugiés finalement. Donc je suis quand même déçu d'avoir perdu ma femme pour une chèvre. Et elle m'a demandé de m'occuper de la chèvre. Mais moi, au lieu de m'occuper de la chèvre, j'avais vu. Et j'ai commencé à... Donc pour moi, j'ai pas de problème psychologique. Jimmy le Sicilien. Vous connaissez très probablement cette vidéo dans laquelle il dit avoir fait de la balançoire avec une chèvre. Vous vous dites sûrement que c'est une blague. Et vous avez probablement esquissé un sourire devant cet extrait, mais pas si vite. Jimmy s'est lancé probablement en 2012, en tout cas c'est la date la plus ancienne à laquelle on arrive à remonter, et il va rapidement se lier d'amitié avec Joarno. Ou pas. Ah ouais, espèce handicapé. Quand je dis qu'ils sont liés d'amitié, c'est que littéralement ces deux lumières vont se rencontrer dans la réalité. Un crossover légendaire est né. Ouais, salut Jimmy, le Sicilien est de retour ici. Voilà, je vous présente ici. Comment ça s'appelle? Bon. J'ai pas compris, mais bon, je vous présente quand même. Il possédait une chaîne YouTube à l'époque, mais toutes ses vidéos semblent être en privé ou supprimées. Mais on peut retrouver une chaîne au nom de Jimmy le Sicilien officiel qui va nous permettre de réaliser un voyage temporel et on va en apprendre un peu plus sur lui. À première vue, Jimmy semble être quelqu'un de dérangé, peut-être sous substance, mais on n'en sait pas plus. Eh bien, il postera une vidéo dans laquelle il dit être allé en hôpital psychiatrique. J'étais en psychiatrie, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un fils de... qui m'a vu dans la rue et il a reçu des coups dans sa... J'ai pas d'explication à vous donner. Si vous voulez comprendre, venez, je vais vous faire la même chose. Mais pourquoi est-il allé en hôpital psychiatrique? Est-ce que c'est simplement pour avoir frappé quelqu'un ou pour une raison beaucoup plus profonde? C'est vrai, j'ai pris du poids, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ah, ceci, c'est une injection que je dois faire tous les mois. C'est du Xéplion.
Donc Jimmy prendrait du Xéplion, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien en recherchant sur internet, on peut rapidement comprendre qu'il s'agit d'un antipsychotique utilisé dans le traitement de la schizophrénie chez les adultes, ce qui pourrait potentiellement expliquer tous les délires qu'il a, et notamment celui de la chèvre. Mais ce n'est pas tout. Jimmy a des tendances scato. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger, promis ça ne dure pas longtemps. Franchement, toi, je tout ce que tu veux. Même que tu vas... Je te le laisse. Ouais, ça dégoûte. Aujourd'hui, Jimmy est toujours actif ici et là sur TikTok et est toujours persuadé d'avoir fait de la balançoire avec des chèvres, s'énervant même quand on prétend le contraire. Et pour me répéter l'histoire que moi j'ai chèvre, oui j'ai chèvre, mais tu connais rien à Sicile. Je vais le répéter encore une fois, à l'époque en Sicile, surtout dans ma ville Agrigente, il y a très longtemps, d'accord, mais ça se fait encore aujourd'hui, sauf qu'en Belgique on ne peut pas, c'est interdit. Ce message, ceci est adressé à Yann Barthès et à toute l'équipe du Grand Journal. Yann, t'es pas drôle, tu fais même pas rire. Emblème du tout premier épisode de What the Cut, Zakumiz est un créateur de contenu plutôt axé vers le podcast. En même temps, en 2014, c'était la période. Des fois, il y a différents types de profs. C'est normal de toute façon. Il y a les profs gentils. Même si on veut remonter encore plus dans le passé, il faut revenir au 19 avril 2011, une légende est née. Zakumiz sortit une vidéo dans laquelle il enregistrait son écran tard l'époque MW2 et il filmait simplement les victoires des participants de l'émission Tout le monde veut prendre sa place, présentée par Nagui. Et par la suite, il commence sa première vidéo où on le voit et regardez comment il arrive en légende. Le mec débarque en lâchant un bigrot, quel génie. Puis il repart étrangement dans son délire de filmer les émissions jusqu'à revenir une nouvelle fois en se vantant des résultats d'un jeu en ligne. Les jaloux, regardez, j'ai gagné aussi des défis contre mes amis. Bande de chiffons. Puis il s'est diversifié, il a commencé à parler de Formule 1, de foot, d'émissions de télé. C'est d'ailleurs avec ce concept qu'il s'est fait connaître, et même de politique. Oui, il nous explique en 4 minutes pourquoi il ne faut pas voter Sarkozy. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Faut pas voter pour Nicolas Sarkozy en 2012. On vote avec lui. Il n'y aura aucun changement de bien. Ça ne sera pas mieux. Et puis avec l'Europe, il y a eu des problèmes. On a eu des problèmes avec l'Europe là. Et tout, il y a eu la crise et tout. Il faudrait le retour du franc. Et puis voilà, il continue ses petits podcasts, mais malheureusement, il ne connaît pas le succès. Par contre, il voit qu'un youtubeur au nom de Jimmy le Sicilien fait plus de vues que lui, et ça l'agace. Il y a quelques jours, j'ai vu des vidéos de Jimmy le Sicilien, et j'ai vu son nombre de vues. Il a réussi à faire plus de 150 vues en une seule journée. Et alors que moi, avec des vidéos bien plus intéressantes, j'arrive pas forcément à faire plus de 150 vues. Comment est-ce possible? Mais c'est pas tout, Zakumiz a également fait un crossover avec Joe Arnaud. Bon, par contre la vidéo a une ambiance plutôt bizarre. Non là, je te filme. Je te filme. Oui. Sinon, j'ai été agréablement étonné de la bienveillance des personnes dans les commentaires. Bien sûr, et ça il l'avait dit dans une vidéo, il avait pris énormément de harcèlement par rapport à son handicap. Mais d'un autre côté, quand on regarde la section commentaires, on voit qu'il y a pas mal de gens bienveillants envers lui, et ça fait plaisir à voir. En juin 2013, il a fait l'annonce de sa nouvelle chaîne, Corto Maltese. D'ailleurs, sa vidéo annonce m'a fait plutôt rire, car il porte une casquette de l'OM avec un maillot de l'OL. Sur cette nouvelle chaîne, le contenu restera essentiellement le même, donc des podcasts sur le foot, sur la F1 et la politique. Donc au final, j'ai pas vraiment compris pourquoi il a changé de chaîne. Et donc il continuera ses petites vidéos jusqu'en 2017, avant de changer une nouvelle fois de chaîne en 2018. Il réagit à la victoire de la France et à la Coupe du Monde. Et là, je peux vous dire que c'est l'euphorie. En 2020, il se lance dans la musique en associant rap et Pokémon. Yo yo yo, Pikachu, Pikachu. Et peu à peu, il arrête de parler de F1, de politique et de foot pour laisser place à des discussions concernant les jeux vidéo comme Pokémon ou des jeux Nintendo. Puis depuis un an, il propose essentiellement des gameplays de Mario Kart, Mario Maker ou encore Mario Party Superstar. Si vous lancez au hasard n'importe quel objet, il se dirigera de toute manière, avec la plus grande précision, vers l'endroit qu'il doit atteindre, inéluctable. Faut pas acheter les habits qui sont fabriqués par des gosses
dans les usines du Bangladesh qui s'écroulent et qui prennent feu parce que les coutures tiennent pas. Vous avez sûrement vu passer cette vidéo un nombre incalculable de fois sur internet, mais en se rendant sur sa chaîne YouTube, on se rend compte qu'il a créé une multitude de mini-sketchs et qu'il a réussi à se faire une petite communauté. Malgré une esthétique proche d'un Jean-Pierre Herland dont on aurait tendance à facilement se moquer, avec la basse qualité de la vidéo, un arrière-plan bordélique, une personne plus toute jeune dont les lunettes sont cassées, Oscar Clando force le respect. Effectivement, la plupart de son contenu, c'est des petites blagues qui contiennent de l'humour noir, durant moins d'une minute, dont le point commun entre toutes est la chute imprévisible à la dernière seconde. C'est Noël, il y a une grande et belle famille qui déballe ses cadeaux au pied du sapin. C'est des cadeaux somptueux, des jouets magnifiques, tous les gosses sont contents, sauf le petit garçon. Lui, il a un colis, tout petit colis, avec dedans juste une banane. Alors, il va voir sa maman, il dit, pourquoi j'ai juste une banane comme cadeau de Noël, moi tous les autres, sa mère, elle regarde et fait, dis, tu sais combien il coûte ton cancer, toi, au petit Papa Noël? Alors, non mais, et ça réclame en plus. Les spectateurs ont rapidement compris qu'ils n'avaient pas affaire à quelqu'un qui planait à 15 000, mais à une personne intelligente qui concevait ses blagues, sans avoir la prétention d'entamer une carrière d'humoriste puisqu'il travaille dans la plomberie. De son vrai nom André Winter, il est également un homme de lettres en écrivant plusieurs romans, comme Oscar Clando et la bétonneuse du professeur Bourbier, qui représentera le caractère de sa chaîne, ou encore L'Ode à la joie, et si la grande mascarade existait, avec un côté plus sérieux et plus intellectuel. À côté de ça, il est un artisan amateur, puisqu'il réalisera quelques sculptures, peintures ou même des bagues, dont le point commun entre toutes ses œuvres est la soudure. On y voit là un rapport avec sa profession, la plomberie, métier qui requiert parfois d'utiliser un chalumeau. Mais alors qu'il menait une vie tranquille avec des milliers de fans qui le supportaient dans sa démarche, Oscar Clando s'éteindra le 16 juillet 2017 pour une cause qui reste encore inconnue, peut-être à cause de son foie comme l'est indiqué dans sa biographie. Quoi qu'il en soit, il restera une légende de YouTube, qu'il repose en paix. Je prends un hamburger Rico Plus. Et là, rapide. Hop, voilà. El Pueblo est un youtubeur d'origine réunionnaise qui s'est fait connaître pour son contenu plus qu'atypique, puisque sa particularité c'était de cuisiner des aliments Eco+ dans un endroit sale. Mais vraiment sale. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, il n'est pas atteint du syndrome de Diogène qui est un trouble du comportement. Effectivement, c'est un choix de vie qu'il a décidé de prendre. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et là où ça devient plus embêtant, c'est les poubelles. Parce qu'au bout de quelques jours, tout commence à pourrir et tout un écosystème est en train de se créer. Et c'est exactement le cas d'El Pueblo. Il n'était pas rare de voir des cafards taper des pointes à 200. El Pueblo s'est fait connaître principalement grâce au forum JVC dans la catégorie 18-25. Les gens partageaient en masse ses vidéos et ont fini par baptiser son habitat le Gange. Le Gange étant un fleuve situé au nord de l'Inde, et il est considéré comme le fleuve le plus sale du monde. Et on comprend très vite le parallèle. Ce qui me fait trop rire avec ces vidéos, c'est le contraste qu'il y a entre la réalité et son discours, puisqu'en fait il fait comme si tout était normal. Quand t'écoutes comment il construit son plat et comment il le fait, t'as vraiment l'impression que c'est de la gastronomie 3 étoiles, alors que pas du tout. Le jus de la viande a bien parfumé les pâtes, le citron n'est pas de trop. Franchement, même limite là, mettre du sel ça sent trop. Franchement. Le plat principal est une réussite. Maintenant, on va passer au dessert. Ok, donc là j'ai pris un petit bout de pain de mie. Je vais prendre un petit morceau de fromage, un petit peu de confiture. On va goûter ça. Un classique. Pain, fromage, confiture. Mais malheureusement, et vous le savez peut-être déjà, El Pueblo nous a quittés. Un message est apparu sur son Twitter et dans l'onglet communauté de sa chaîne, un communiqué de la part de sa famille. Le 23 octobre 2022, Saint-Pierre, île de la Réunion. La famille, les amis ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de El Pueblo à l'âge de 26 ans des suites d'un arrêt cardio-respiratoire survenu pendant son sommeil dans la nuit du 20 octobre 2022 à Saint-Pierre. Merci pour toutes tes recettes du Seigneur et repose en paix El Pueblo. Et mon pote, pour te montrer que 1000 € c'est rien du tout, on va cramer les 1000 €. Ah là là, Swagman. Pour ceux qui le connaîtraient pas, Swagman était un mec qui avait fait énormément parler de lui à l'époque, de par son physique atypique, mais surtout car il était super fortuné. Tout un mythe était né autour de lui. Comment avait-il eu autant d'argent? J'ai d'ailleurs traité son cas dans une vidéo il y a 7 mois, donc je vais simplement vous parler de ce qu'il s'est passé depuis. Il a sorti un clip qui s'appelle Ryan Sanchez, qui fait référence à son soi-disant nom et prénom, qui s'avérait en fait être du pur mensonge, puisqu'il s'appelle en fait Iteb Zaybet. Donc pourquoi s'obstiner avec ça? Enfin, je veux dire, tout le monde connaît la vérité maintenant. Sinon, par rapport aux paroles, il n'y a rien de profond, enfin, ça on y est habitué. En revanche, si on veut être tout à fait honnête, le rythme est pas dégueu.
dancing jewelry. I know that they hate that. Pull up in a Cadillac, I live in a Maybach. Bon, je suis désolé, on va rapidement quitter le domaine artistique en se redirigeant vers son TikTok et... Moi, j'ai rien demandé, je suis née comme ça. Ouais, il se fait quand même bien chier depuis qu'il est sorti de prison. Parce que oui, il a eu pas mal de problèmes avec la justice. C'est d'ailleurs pour cette raison que je le mets aussi bas dans l'iceberg. Parce que malgré le fait qu'il soit allé en prison, il reste quand même beaucoup de mystères autour de ce mec. On n'est pas 100% sûr de comment il a eu toute sa fortune. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question. Le lien est en description. Ok, donc maintenant on va rentrer dans les abysses. C'est-à-dire que toutes les personnes présentes à partir de maintenant seront soit des gens qui ont fait des trucs de ouf, soit des gens dont vous ne connaissez que très peu de choses par rapport à eux et qu'il y a quelque chose d'assez sombre derrière. Luisant, je bois le jus d'orange avec un de mes fans. Vous avez très probablement connu Pacific Sound 3003 grâce à cette vidéo, popularisée grâce à Antoine Daniel lors de l'épisode 36 de sa série What's the Cut. Son cas est assez complexe dû au nombre extrêmement élevé de vidéos postées sur sa chaîne, plus de 5600 à ce jour. Vous imaginez bien, je n'ai pas pu toutes les visionner, donc j'ai fait une sorte de synthèse afin d'analyser les périodes qu'il a eues. Le 4 janvier 2012, il poste sa toute première vidéo qui s'intitule « Test de voix pour Voice de TF1 ». On voit déjà qu'il avait de grandes ambitions, puis il continuera de poster des vidéos de chant pendant des mois et des mois, associant danse ou tout simplement regarder dans le vide pendant qu'une de ses chansons défile. Puis il finira par avouer que son rêve c'est de se produire en concert au Stade de France. Le premier concert que le Stade de France a 81 338 amours. Nous avons le Stade de France à remplir. Il y a 81 338 places à remplir. 81 338 morceaux d'affection à faire venir. Bon, j'avoue ça c'est un peu drôle. Vous allez voir que la suite est un peu glauque. De temps en temps, nous verrons son frère apparaître dans ses vidéos. Frère qui lui aussi a une chaîne YouTube sous le nom de Idilo7 avec des vidéos tout aussi étranges. De monde imaginé. Et puis au fur et à mesure qu'il se familiarise avec sa communauté, eh bien il va commencer à faire des vidéos un peu plus personnelles, en filmant des moments random de sa vie. Oui, le Pacific Sound 3003 qui est dans la cuisine. Pour conduire, je vous aime en arc-en-ciel. Pour conduire, je mets la ceinture. Puis il a commencé à créer des concerts privés sur Skype accompagnés de certains membres de sa communauté. Une chasse au trésor. Mais il va tellement se familiariser avec sa communauté qu'il va poster des vidéos dérangeantes. Une vidéo intitulée Super Lover 3003 dans laquelle on voit des photos de jeunes filles avec des textes érotiques à côté. Puis il sortira une vidéo dans laquelle il jouit, donc je ne vais même pas mettre le son puisque sa vidéo est elle-même soumise à une limite d'âge. Et au fur et à mesure qu'il gagnait en popularité, il s'est mis à faire ce qu'il a appelé des déclarations d'affection et des déclarations d'amour, qui consistaient en fait à faire des dédicaces mais un peu chelou. Bonsoir ma chérie Yasmine, oh je t'aime, Pacific Sound 3003 t'envoie de l'amour ce soir. Je voulais te dire que j'étais très content que tu me follow, que tu me suives sur Twitter. J'ai vu que tu me parles en disant bonsoir. Tu as retweeté, Yasmine a retweeté bonsoir mon amour, oh je t'aime, oh je vois que tu me retweets Yasmine mon amour pour toi. Bisous, je t'aime. Donc le mec a fait une vidéo juste parce qu'une meuf a liké son post Facebook, et ça il le fera plus d'une centaine de fois en 2 semaines. Et ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il se dit amoureux de Jéhovah. Pour ceux qui ne le savent pas, Jéhovah est un dieu, considéré par les témoins de Jéhovah comme le vrai dieu, du vrai christianisme, celui qui a restauré cette véritable religion. Bon, on ne va pas trop s'étendre sur le sujet, mais il réalisera plusieurs vidéos dans lesquelles il témoigne son amour pour ce dieu, et parfois de manière assez déroutante quoi. Oh Jéhovah, oh, je t'aime. Je suis amoureux de Jéhovah. Si vous voulez en savoir plus sur le personnage, à un moment donné, il avait fait 2 vidéos ayant pour but d'expliquer qui il est. Mon diplôme d'état d'aide-soignant que j'ai reçu à Paris, quand j'allais faire ma formation d'aide-soignant. Et c'est avec ça que j'ai travaillé à l'hôpital, en maison de retraite, en soins à domicile, et avec lequel j'ai pu acheter mon home studio. Voilà. Donc j'ai acheté mon ordinateur,
Je ne suis plus aide-soignant. J'ai toujours mon diplôme, mais je suis plus aide-soignant. De toute façon, je me suis consacré à la musique pour expliquer aux gens un petit peu que je rends un culte au Dieu que j'adore et puis que je suis tombé amoureux de lui, voilà. Il se dit être dans une situation précaire et c'est pour ça qu'il s'est mis peu à peu à demander de l'argent à sa communauté pour soi-disant financer son projet de concert au Stade de France. Tiens, ça me rappelle J'ai quelqu'un. l'honneur de vous montrer, mes chers fans, que il y en a qui ont fait des dons. Après Maxime, j'ai Gauthier qui a fait un don de 3 centimes. 0.01 plus 0.03. Mais bon, il ne va pas aller loin s'il commence à sortir sa calculatrice pour calculer des centimes. Et ça, il l'a rapidement compris. C'est pourquoi il a commencé à mépriser sa propre communauté à cause du faible montant des dons. Je peux comprendre que vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous voulez juste soutenir Pacific 123. Donc je vous remercie. Mais ce que je vous encourage, c'est faire en sorte que les sommes soient conséquentes. Parce que si je réfléchis bien, le Stade de France, je vous dis, ça fait 800 000 € la soirée. Je vous dis la vérité, les concerts, les musiques avec le nom de Jéhovah connu par le public, ça tient pas bien loin. Encouragez, rajoutez, vous envoyez. Et vous qui remplissez la caisse, pour que les choses puissent avancer. Alors à ce rythme-là, je ne veux pas vous presser parce que je peux comprendre que c'est difficile d'avoir de l'argent, surtout dans ce monde-là. Mais à 1-2 centimes qui est donné de temps en temps à chaque vidéo YouTube de Pacific 103, je sais pas, il faudrait que je fasse peut-être près de 1 million de vidéos sur YouTube pour que je puisse arriver même à avoir 1 million de 1 centime. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Vous mettez des centimes, je peux comprendre ce que vous avez, mais vous pouvez mettre 1 euro, 10, 15, 20, 30, 100 euros, 200. Il n'y a pas vraiment de limite, hein. Allez. Je n'attends pas vraiment d'argent. Ça vous étonne peut-être, parce qu'il y en a qui s'enrichissent avec la musique. Mais moi, c'est pas mon cas. Pas forcément un moyen pour remplir mon compte en banque. Vous qui remplissez la caisse? Mais le karma frappera assez rapidement puisqu'un usurpateur créera un compte PayPal à son nom et récoltera plus de dons que le vrai Pacific Sound 3003. Entre temps arrive le fameux épisode 36 de What the Cut, à partir duquel certaines de ses vidéos atteindront plus de 2 millions de vues. Il est pas bête, il se dit tiens, un gros youtubeur a fait une vidéo sur moi, pourquoi pas retenter le coup avec un autre? Et 2 jours après la sortie de la vidéo d'Antoine Daniel, il sortira une vidéo dans laquelle il demande une collaboration avec PewDiePie et aussi une vidéo dans laquelle il moussait Squeezie. Et là je crois qu'il était un peu trop ambitieux parce que ça n'a pas fonctionné. I would like have a collaboration. Depuis, Pacific Sound 3003 continue de donner un nombre incalculable de concerts sur Skype, ainsi que de réaliser des vidéos de sa vie quotidienne sans jamais n'avoir réalisé son rêve, se produire au Stade de France. Aujourd'hui, il est toujours actif sur sa chaîne, continue de boire du jus d'orange avec des verres géants, avec un espèce de dépôt chelou au fond. En conclusion, Pacific Sound 3003 n'a pas l'air quelqu'un de dangereux, juste une personne qui a l'air de planer à 15 000 vu le contenu étrange qu'il poste. Il s'agit sans doute d'une personne isolée dans une situation précaire, ce qui le pousse à demander des dons à sa communauté, et ce parfois de manière insistante, et ferait même payer les interviews. Il est persuadé d'avoir de réels talents dans le chant à tel point que c'en est devenu une obsession, persistant toujours plus depuis toutes ces années sans réel résultat. Sinon, quand on observe sa chaîne, et ça c'est le cas de plusieurs chaînes YouTube qu'on a traitées, on dirait vraiment une sorte de bulle temporelle, le contenu est semblable depuis plus de 10 ans. Si je vous mets 5 miniatures, je suis sûr qu'il vous est impossible d'y émettre une chronologie. Bien sûr, même si on ne peut pas oublier les vidéos borderline intégrant des photos de filles qui semblent être jeunes, les déclarations d'amour dignes d'un détraqué, il n'y a aucune preuve de ce que l'on pourrait avancer facilement. Faites-vous votre propre avis sur la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que personnellement, je ne le verrai plus jamais pareil. As-tu vu? As-tu vu les canouilles? Waouh! As-tu vu les belles canouilles? As-tu vu les canouilles? Waouh! As-tu vu les belles canouilles? Les belles canouilles dans le marécage? Moi, j'aime beaucoup Squeezie, l'homme qui fait des vidéos d'aujourd'hui. Squeezie, si tu regardes mon vidéo, je veux te donner un bisou. J'étais en prison 2 jours. C'est parce que j'ai jacké quelqu'un. Jacké avec mon couteau de pêche. Un couteau de pêche. Alors aujourd'hui on va parler de Johnny Crying, une légende d'internet qui s'est fait connaître par le biais d'Antoine Daniel en 2013 au cours d'un épisode de What the Cut et aussi un peu plus tard en 2016 par Squeezie. Johnny est devenu un réel mythe puisqu'on n'a jamais su s'il jouait un rôle ou si ses vidéos le représentaient vraiment. Pour faire simple, ce qui a semé cette confusion, c'est son attitude. On dirait qu'il est complètement shooté,
dit des choses qui n'ont aucun sens et souvent liées à la sexualité. Enfin bref, quelqu'un de très spécial. Et bien en ayant regardé facilement une centaine de ses vidéos, je pense avoir tiré l'ultime conclusion autour de ce personnage. Mais avant tout ça, retournons au tout début de sa carrière. Johnny Crying, de son vrai nom Jean Tardif, possède 4 chaînes YouTube. Mais celle qui va nous intéresser le plus, c'est celle qui a le plus d'abonnés, puisque c'est la plus ancienne et celle qui possède le plus de contenu. On pourrait qualifier sa chaîne de chaîne poubelle, de par la variété de contenus qui semblent être postés assez aléatoirement et tous aussi insensés les uns des autres. La toute première vidéo qui apparaît sur sa chaîne s'intitule « Je fais honte au Québec », postée le 25 novembre 2011. Alors j'ai dit qu'il apparaît car la description nous laisse sous-entendre qu'il en avait déjà posté auparavant, mais de toute évidence il n'a pas pu être actif très longtemps, du moins sur cette chaîne car il l'a créée 11 jours avant. Dans cette vidéo on voit un type apathique, s'enquillant une bière en répondant aux mauvais commentaires le dénigrant. Bon, ce message-là s'adresse à des personnes en particulier qui me laissent des messages puis qui me disent que je fais honte au Québec. Moi, le mot honte, c'est pas dans mon vocabulaire. Moi, le Québec, c'est pas dans mon vocabulaire non plus. Le Québec, ça existe pas. Les villes, ça existe pas. Pour moi, les pays, ça existe pas. Moi, je vis dans un monde. Et puis, il va commencer à poster beaucoup. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Littéralement la moitié des vidéos de sa chaîne va être consacrée à l'année 2012. Donc oui, il postait vraiment tous les jours. Mais alors, qu'est-ce qu'il propose? Quel est le contenu qu'il produit? Eh bien, c'est lunaire. Rêve à Johnny Crying. Rêve à moi sur un petit nuage avec des étoiles jaunes pleines de couleurs. Et à l'entour de l'étoile, pour avoir des papillons qui mangeraient de la poudre de couleur en paille. Ouais, rapidement, ses abonnés vont constater un comportement étrange chez Johnny. L'hypothèse de la prise de stupéfiants est alors émise, quand d'autres sont persuadés qu'il joue un rôle et qu'il est parfaitement sain d'esprit. Puis il commence à en dire un peu plus sur lui, et plus particulièrement de sa situation financière. Il dit qu'il vit des aides de l'État, donc au Québec ça s'appelle le BS, le bien-être social, et donc on le sait, les aides sont financées par toute la population, et donc il va narguer les honnêtes travailleurs de financer sa bouffe, son McDo, etc. Et je suis sur le bien-être social, sur le BS, depuis au moins 15 ans. Et moi, je veux pas travailler. Moi, je veux pas travailler, j'ai pas le goût de rien faire, j'ai le goût de me faire torcher par vous autres aussi. Tu travailles pis ça me fait... Tu sais? Fait que là, moi, qu'est-ce que je fais? Je grignote tes chèques, mon esti, ok? Je suis là, avec ton argent, moi, je me paye plein d'affaires. Regarde, je me suis payé ça, le gros. Regarde, je me paye des cochonneries, mon esti. Tu vas aller travailler dans ton usine, tu vas aller travailler pour la ville, tu vas aller construire ton pont, tu vas fermer ta... Ok? Si, fait que là, il y a quelqu'un qui paye à quelque part, Chris, c'est toi. C'est toi qui vas payer. Donc évidemment, les gens ils sont pas contents, ils voient un mec complètement rabat se foutre de leur tête. Donc des insultes et des menaces vont proliférer en commentaire, ce à quoi il va répondre. C'est une excuse publique, vidéo, sur des réseaux sociaux. Je m'excuse. 1500 par mois d'ABS grâce à vous, mes amis. Regarde, je suis plein aux os. Liqueur, chip, tout, mon boy. Check ça, mon boy. Je la gaspille, dang. Je n'ai d'autres. Je suis plein, mon boy. C'est le BS qui arrive. Je vais remercier tous les travailleurs. C'est la vacance de la construction en plus. Prenez pas trop des longues vacances, hostie, parce que peut-être mon chèque va baisser. Mais au final, pourquoi il se retrouve dans cette situation? Eh bien selon lui, c'est parce qu'il serait malade. Johnny se décrit comme déficient mental, ce qui l'empêche de travailler. Écoute, je suis un déficient mental, je suis la risée, la honte de mon village. Je suis la honte de la famille aussi. Dans une vidéo, il en dit un peu plus sur ses problèmes mentaux, il serait bipolaire. Je suis bipolaire, schizophrène, tout. Moi, je pense qu'il y a des Babyloniens. Tu sais, je pense qu'il y a des Babyloniens qui vont m'attaquer, puis je me fais pas posséder, je me fais picoter des pieds par des petites aiguilles. C'est les Babyloniens qui font ça, ok? Les Babyloniens, c'est une civilisation autre que les humains. C'est eux autres qui ont mélangé les deux embryons ensemble. Bon, jusque-là, pourquoi pas? Mais le souci, c'est que plus tard, il aura une autre version. Cette fois-ci, ce serait à cause d'une maladie, la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire du système digestif. Merci, moi j'ai la maladie de Crohn. Je peux pas travailler, me vivre moins que les autres. Bon, moi je suis plein de cash pour le moment. Alors je suis d'accord, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est le fait qu'il ne cite à aucun moment sa soi-disant déficience mentale qui me fait me dire qu'il dit peut-être pas la vérité ou pas dans son entièreté. En faisant mes recherches et en ayant visionné une bonne centaine de vidéos dans l'histoire, l'hypothèse la plus probable selon moi, c'est la paranoïa. Mais qu'est-ce qui me fait dire ça?
eh bien j'ai réussi à tirer des points communs présents dans certaines vidéos. Par exemple, Johnny Crying est persuadé d'être en permanence attaqué par le gouvernement. Je crois que je suis victime de canulars, de coups montés par le président des États-Unis. Moi, ils m'ont fait du tort. Ils m'ont fait du tort, le gouvernement. Ceci est des cups de bœuf que j'ai achetés il y a 2 jours. Je les ai congelés. Sur le dessus, sont beaux, sont rouges. Pourquoi sont rouges? Regarde, on va le voir tout de suite. Pourquoi? Oh, parce qu'ils mettent du colorant. Tu viendras pas me dire à moi, ça c'est du sang. Quand moi je l'ai acheté, la viande était belle, les beaux cubes. Mais là, les gars, écoute, regarde, tu vois-tu là? On le voit autant que moi, les gars, c'est vert. 5,50 pour la crise de viande couleur verte. Enlève-moi tout le colorant là-dedans, là. J'aimerais ça savoir à quoi ça ressemble sans colorant. C'est quoi? Ça va être tout vert au complet? Encore s'il était cohérent, pourquoi pas, hein. Enfin je veux dire chacun ses convictions, mais à côté il surconsomme McDo qui est tout sauf bon pour la santé, et il blâme les yaourts car il y aurait trop de bactéries et que ça serait trop mauvais pour la santé. Ils nous font des hosties de Danone gros de même là, prends ça, il y a des milliards de bactéries pis tout, hey, faut que non, on chie des hosties de bactéries, donne-moi du sucre, donne-moi du cholestérol, donne-moi du calories mon gars, on va mourir, tu vas crever mon gars. Mais bon, hormis les problèmes de déficience mentale, se cache en réalité un autre problème, la dépendance aux stupéfiants. C'est vrai qu'en regarde son attitude, on peut facilement se dire qu'il consomme des choses pas très catholiques, mais jusqu'à maintenant, on n'en a aucune preuve. Certes, il a souvent les yeux rouges dans ses vidéos, mais ce n'est pas pour autant que c'est synonyme de consommation. Mais la date du 31 mars 2012 change la donne, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il assume enfin consommer du cannabis. J'écoute ça, là, un BS remercie les honnêtes travailleurs, j'écoute mon propre vidéo, puis je ris, mon gars. À jeun, avec une petite bière, avec une petite touche de cannabis, des fois. Pas gêné de le dire, moi, les autres sont tous gênés, là, les Mario Dumont, puis Charles Lafortune, tout ce monde-là sont gênés. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de fumer du cannabis au Québec devant vos jeunes? Puis Lady Gaga, elle doit se faire une ligne de poudre. Et des fois, ça laisse place à des scènes plutôt étranges. Je vais rêver à de belles filles vierges. Sauf que 2 mois plus tard, il prétendra tout l'inverse et dira ne consommer aucun stupéfiant dans ses vidéos. Moi, je fais cette vidéo pour te dire que je ne consomme aucune drogue. Dans mes vidéos, il n'y a aucune consommation de drogue illicite illégale. Mais je n'ose jamais de consommer une drogue, un stupéfiant qui pourrait dérouter ma santé. Je ne vis aucune indépendance et je ne suis pas dépendant de rien. Donc voilà, Johnny Crying, c'est aussi plein d'incohérences comme ça. Un jour il dit ça et un jour il dit tout son inverse. Mais bon, je suis désolé, Johnny Crying se filme en disant des choses qui n'ont aucun sens et peut répéter la même phrase en boucle pendant plus de 3 minutes. S'il ne prend pas de substance comme certains peuvent en avancer l'hypothèse, c'est limite encore pire. J'ai les gâtes de poussin. J'ai les gâtes de poussin pour le mettre dans la catapulte. Moi, je veux vivre avec les animaux. Je suis une araignée et manger des nouilles. Et manger des nouilles. Et manger des nouilles. Néanmoins, rendons-nous sur un autre terrain, son hygiène de vie. Quelques vidéos de lui apparaissent le montrant en train de cuisiner. D'ailleurs, je crois que c'est le seul humain sur Terre à avoir des putains de cadres au-dessus de sa cuisinière. Mais bon, là n'est pas le sujet. Entre autres, ici, il cuisine des nouilles. Nouilles qu'il mangera comme un homme de Cro-Magnon directement dans la casserole avec l'eau de cuisson. Ou encore pire, il va manger des macaronis directement dans le bocal. Et je crois que le plus dégoûtant dans l'histoire, c'est cette vidéo qui débute pourtant si bien, on se dit qu'il va se faire des sandwichs, pourtant... Bon ok, je vous ai menti. Le pire, c'est une vidéo dans laquelle il déballe un gâteau McCain Deep and Delicious, un gâteau aux carottes. Bon, je crois que le problème actuellement n'est pas tellement les goûts culinaires désastreux au Québec, mais c'est ce qui suit.
Bon, je suis d'accord, on a vu pire en termes de repas, hein, je prends l'exemple de El Pueblo, mais bon, ça reste quand même assez spécial la manière dont il consomme sa nourriture. En revanche, l'hygiène, ça ne désigne pas uniquement la nourriture, mais tout son environnement. Des fois, on peut le voir avec des animaux de compagnie, comme un chien et un chat. Eh bien, il a sorti une vidéo dans laquelle, en arrière-plan, on voit une litière plus que dégueulasse. Serait-ce un signe d'une certaine négligence envers ses propres animaux? Et pour renforcer cette hypothèse, il a posté une photo Instagram dans laquelle il met en scène un chaton à côté de ce qui semble être de la matière fécale. En plus, c'est plausible, hein, il a l'air en difficulté financière, s'il a déjà du mal à s'occuper de lui, alors j'imagine pas comment il peut subvenir aux besoins de ses propres animaux. Et ces problèmes d'hygiène seront malheureusement renforcés par une vidéo dans laquelle il dit qu'on a déposé une mise en demeure pour ces mêmes raisons. Aujourd'hui, c'est une vidéo suite aux plaintes et les mises en demeure contre Johnny Crying. Des plaintes viennent tout droit du village de Saint-Donat. Saint-Donat. C'est vrai, au final, on ne sait même pas où habite Johnny Crying. Bon, peut-être qu'il n'y a que moi qui me pose cette question. Eh bien, Saint-Donat, c'est une municipalité du Québec, bien paumée, 13 habitants par kilomètre carré. Et pour confirmer qu'il habite bien dans ses alentours, dans une vidéo où il fait le con sur la route, on voit un panneau 125 Nord. Panneau que l'on peut facilement retrouver sur Google Street View. Bon, ça c'était pour la petite anecdote, mais son manque d'hygiène vient très probablement de son manque de moyens. Et en parlant de ça, la vidéo dans laquelle on voyait la litière est en fait une vidéo dans laquelle il dit qu'il vient de perdre son bien-être social. Écoute, j'ai perdu mon BS. Là, ils veulent que je commence à travailler. Ils veulent me mettre sur le milieu du commerce. Écoute, ça me fait peur. Parce que moi, ils m'ont fait du tort. Ils m'ont fait du tort, le gouvernement. Ils ont fait de moi ce que je suis en ce moment. Et encore une fois, on a le droit à une nouvelle incohérence. Cette fois-ci, il dit être apeuré car il n'a jamais travaillé toute sa vie. Pourtant, quelques mois auparavant, il disait que il avait aucune honte de toucher le BS, puisque justement, il avait travaillé toute sa vie. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, ok? J'ai travaillé dans une boulangerie, j'ai travaillé climatisation Turcotte à Boucherville, j'ai travaillé dans une cabane à sucre. Donc voilà comment démêler le vrai du faux avec Johnny Crying, c'est pas toujours évident. Étant donc dans une position très bancale, Johnny Crying décide d'ouvrir une cagnotte, enfin non, une fondation, et ça sonne mieux quand même. Aujourd'hui, je pars une nouvelle fondation, la fondation Crying. La fondation Crying est reliée à un PayPal, et mon PayPal est relié à mon compte de banque. Ceux qui veulent survenir à mes besoins, comme avoir l'argent pour se payer un peu de manger, un peu d'argent pour se payer de l'hydro, un peu d'argent pour se payer du McDo. Tu peux me faire des petits versements de 1$, de 2$, de 3$, 5, 10, 15, 20, 25, 100. 1€, 10, 15, 20, 30, 100€. Mais sa vidéo n'a apparemment pas conquis grand monde, puisque quelques jours plus tard, il en fera une deuxième vidéo avec une toute autre ambiance. Bonjour, j'ai besoin d'une somme de 1100$ pour la fondation Johnny Crying. Mais que je suis dans le pétrin en ce moment et je demande de l'aide. Désormais, il n'a plus d'autre choix que de trouver du travail, et comme c'est quelqu'un de manuel, il va trouver un emploi forestier. Je me suis trouvé un emploi dans l'industrie forestière. Je coupe, je débite le boulot à coups de chainsaw. On le voit entre autres couper des arbres avec des grosses machines. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Effectivement, il y a quelques trolls qui ont essayé de déposer des plaintes à son encontre en justifiant le contenu qu'il poste comme non approprié pour le mettre encore plus dans le mal qu'il ne l'était déjà. Ouais, c'est pas très sympa. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer qu'il y a des personnes en ce moment qui me font des plaintes au bureau de l'assurance chômage. Parce que moi, je reçois de l'assurance chômage parce que j'ai durement travaillé tout l'hiver. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on le verra au travail et bizarrement, il a un discours diamétralement opposé à celui qu'il avait il y a encore quelques semaines précédentes. Cette fois-ci, il se vante de payer des impôts et blâme ceux qui vivent des aides. C'est vraiment le monde à l'envers. Vas-y, travaillez, mon gars! C'est moi qui paye des impôts! C'est moi qui paye ta maison! Tu comprends-tu? On paye leurs dents avec nos impôts, nos taxes. On paye leurs dents, on paye leurs soins, on paye leur santé, câlisse. Dans un système gouvernemental corrompu, pourri jusqu'à l'os, il faudrait que je donne mon argent. Et en parallèle, il se lance dans le rap. Avec toi bébé, je gaspille de l'argent à flot dans les casinos et on fume le ligo. Mais aussi dans le gaming en jouant à Minecraft ou encore à Call of Duty. Et puis voilà, on arrive en 2013 et arrive ce fameux jour
où Antoine Daniel poste son épisode de What the Cut, spéciale vidéo québécoise qui va mettre en lumière Johnny Crying, mais ça, il ne l'a pas trop apprécié. Antoine Daniel qui fait les vidéos What the Cut. T'es pas bon. T'es pas fait pour aller sur Internet. Tu comprends? C'est pas pour toi les vidéos de showbiz. Tu le sais. Mais t'es vraiment un big loser. T'es ridicule. Puis il continue de poster des vidéos comme si de rien n'était les années suivantes, drastiquement moins qu'en 2012, mais on voit qu'il continue de travailler dans l'emploi forestier et habite toujours au même endroit. Et là on arrive en 2016, le prime de Johnny Crying. Selon moi bien sûr, cheveux longs, lunettes à la Derrick, papier peint bleu et ceinture de catch, cette période est synonyme de l'arc Johnny Crying fit Squeezie. Le 16 août 2016, il eut la merveilleuse idée de faire une vidéo dans laquelle il dit qu'il aime Squeezie. Moi j'aime beaucoup Squeezie. Peut-être pour attirer son attention, et si c'est ça, eh bien ça a marché, puisqu'il lui a répondu en vidéo. Johnny Crying, Squeezie, je t'aime pour de vrai. Regarde-moi ce si joli visage. Je suis tout oui, Johnny Crying. Et après ça, Johnny lui répond. Ensuite, Squeezie répond à la réponse de la réponse. Enfin, t'as capté. Et à ce moment-là, ça avait vraiment créé un engouement énorme autour de lui. Il continue alors de faire des réponses à Squeezie, mais celui-ci ne lui répond plus. Alors il continue ses petits podcasts et ses vlogs, et finit par disparaître le 14 février 2017, pour revenir 3 ans et demi plus tard avec une vidéo totalement random dans laquelle il montre le paysage. Il est soi-disant dans les montagnes du Pérou en Inde, ce qui ne veut absolument rien dire. Il est également actif sur sa chaîne secondaire durant la même période, et à ce jour, sa dernière vidéo a été postée le 7 juillet 2021, dans laquelle il présente ses petites voitures. Dans cette vidéo, il dit qu'il va être de nouveau actif, pourtant ça fait 1 an et demi maintenant qu'il n'a plus donné aucune de ses nouvelles. C'est mon nouveau vidéo, je suis de retour sur le www.com sur internet. Mais alors, la question qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce qu'il joue un rôle ou non? Alors je sais pas vous, mais au final ça me fait un peu penser au cas de Sylvain Durif. C'est un peu la même problématique, même si ce sont 2 personnages totalement différents. Mais voilà, je trouvais que c'était marrant de le notifier. Mais bon, là je m'égare un peu, revenons au sujet principal. On va essayer de débunk tout ça. Bon, comme vous le savez, j'ai regardé beaucoup de vidéos, vraiment beaucoup de ces vidéos. Et dans les commentaires, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment 2 écoles. Ceux qui pensaient qu'il joue un rôle, voilà, à partir du moment où il éteint la caméra, il redevient normal entre guillemets, et ceux qui pensent qu'il a un sérieux problème. Donc voilà, si c'était un acteur comme certains aiment bien l'appeler, faudrait déjà savoir quelle définition au mot acteur on lui donne. Est-ce que lorsqu'il coupe la caméra, il reprend une vie totalement normale, une élocution normale et une attitude normale, qui n'a donc pas de problème d'argent, ne touche pas le BS, n'a pas d'emploi forestier, tout ça serait faux. Ou alors peut-être qu'il est vraiment comme ça en vrai, c'est juste qu'à certains moments il a des périodes de lucidité qui lui permettent d'avoir conscience de poster ce genre de contenu. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est vraiment pas comme ça en réalité. Eh bien moi je pense que c'est plutôt cette définition qui est la bonne. Parce qu'imaginez-vous bien se forcer à poster autant de contenu pendant tant d'années, je crois qu'on se rend pas assez compte de tous les efforts que ça demanderait. Ou alors prenons le cas extrême d'une performance artistique qui consiste à créer un personnage, et avec ce personnage créer du contenu, beaucoup de contenu sur beaucoup d'années, juste pour troll absolument tout le monde. Mis à part ce cas-là, je vois pas d'autre solution. Et encore, pour mettre en œuvre ça, c'est vraiment loin d'être simple, faudrait beaucoup de moyens à mon avis. En fait, selon moi, dans ces vidéos, il y a vraiment trop de détails pour que tout ça soit faux. Souvent, on voit dans ces vidéos qu'il a les yeux rouges, mais si c'était vraiment fake, imaginez les efforts que ça doit demander à chaque fois d'avoir les yeux qui paraissent rouges juste le temps de quelques secondes. Ou prenons l'exemple de la litière. Mettre tout ça en place demanderait pas mal d'efforts pour un si petit public, parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, Johnny Crying était vraiment pas connu. Mais d'un autre côté, quand on regarde le plan, on dirait que c'est voulu que ça soit dans le champ. Mais est-ce que pour autant Johnny aurait fait exprès de cumuler des selles ou en faire des factices, juste pour une vidéo qui allait être visionnée par une dizaine de personnes à tout casser? Mais d'un autre côté, ce qui me fait penser qu'il est conscient de ce qu'il fait, c'est que bien des fois il y a du montage. Alors bien sûr c'est pas du grand art, mais ça reste de l'effort, donc faut vraiment essayer de l'imaginer derrière son PC. Il a sa vidéo brute, il fait des cuts, il ajoute un peu des effets. Pendant qu'il fait ça, il est bien conscient de ce qu'il fait. Même jusqu'au moment où il upload la vidéo, ça reste un effort. Donc voilà, c'est ça qui me fait dire qu'il n'est pas forcément aussi fou qu'il ne le paraît. Ou sinon il y a certaines vidéos dans lesquelles il explique que tout ça c'est de l'humour, qu'il joue un rôle, mais dans ces mêmes vidéos, il paraît garder la même attitude que dans ses autres vidéos justement. Bon, en moins exagéré, mais pas du tout au tout, en soi son élocution reste similaire. Et on peut aussi apercevoir dans certaines descriptions que Johnny Crying est un personnage. Dans certains titres de ses vidéos, il se parle à la 3e personne. Donc là pour le coup on constate bien une distance entre lui et son personnage. Et j'ai noté aussi un truc intéressant, c'est que lorsqu'il est devenu plus connu, enfin depuis la période Squeezie, je trouve que son comportement il a pas mal changé, comme si c'était un peu une caricature de lui-même.
Au fond, je reste persuadé qu'il y a quand même une part de vérité dans tout ça. Pour moi, c'est impossible que tous ces moindres faits et gestes soient calculés à l'avance, même s'il prétend que c'est de l'humour, ça le représente en soi. Mais quand on se plonge dans les profondeurs de sa chaîne, tenir un rôle aussi longtemps, faut vraiment être fou dans un sens. Donc même s'il joue un rôle à 100%, pour moi il est fou dans tous les cas. Alors je vais émettre une théorie, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Dans ses vidéos on le voit souvent seul, mais peut-être qu'une fois la caméra éteinte, il retrouve sa famille. Une famille. Ça je ne sais pas du tout, en tout cas une femme et un voisin au nom de Gary, oui. Et ça on l'a appris dans une vidéo postée en 2014 dans laquelle il dit avoir planté le mec qui a fait du rodéo avec celle-ci. Là je suis dans la merde. Je suis dans la merde encore lisse, man. Écoute, j'étais en prison 2 jours. Là, ils m'ont relâché parce que, écoute, j'ai des droits aussi, jusqu'à temps que je repasse en cours dans 2 mois. Fait que j'ai jacké quelqu'un, avec mon couteau de pêche. J'avais un couteau de pêche au moins 4 pouces, man. Une fois dans la jambe, une fois dans le bras, puis une fois direct dans les côtes ici. C'est passé, c'est parce que, écoute, j'étais à la job. Moi, je travaille chez Pratt & Whitney avec Gary, ok? Fait que Gary, il avait pas travaillé cette journée-là. Gary, c'est mon voisin. Puis Gary habite juste à côté de moi, tu sais. Fait que lui, il a pas travaillé cette journée-là parce qu'il était malade. Fait que là, Gary m'appelle, il est 10h30. Il dit, hey, il me dit, il y a un gars qui vient de rentrer avec ta femme dans ta maison. Là, je dis, Chris, ça doit être son ami Pitt, tu sais, parce qu'elle a un ami qui s'appelle Pitt, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, c'est Pitt, Chris. Et non, il dit, c'est pas Pitt, là, ce shot-là. Il dit, c'est un autre, là. Puis il avait l'air assez excité, genre. Je dis, ben non, esti, tu niaises, là, Gary? J'arrive chez nous, moi, je rentre par le screen, tout, esti, fait que là, j'entends des bruits, esti, de fourrage. Oh non! Il dit, elle est en train de me tromper, tabarnak. Je monte dans la chambre, hey, elle est en doggy. J'ai dit, là, j'ai crié, là, j'ai fait ça, j'ai fait, ouais, man! Tu niaises-tu? Là, j'avais mon couteau de pêche juste sur le bureau parce que j'en venais, genre, de la fin de semaine de pêche. Esti, je pogne le couteau, pis là, moi, j'étais dans les bleus, bang, 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 3 coups vite fait de même, dans la jambe. 2 ans plus tard, en 2016, il dira que sa femme est décédée, en tout cas s'il s'agit de la même, mais nul ne le sait. J'ai perdu ma femme aussi. J'avais une femme avec des enfants. Les enfants, il y en a un qui est mort dans une noyade. Puis l'autre, il était à DPJ. Fait qu'aujourd'hui, moi, je suis un gars qui a vécu pas mal de choses. Quoi qu'il en soit, Johnny Crying semblait être quelqu'un de solitaire. Finalement, peut-être que ces centaines de vidéos n'auraient été qu'un moyen pour lui de s'évader. Et si ça se trouve, son envie incessante de faire des vidéos était motivée par la substance et depuis qu'il n'en prend plus, son envie est passée. Excuse-moi Mamadou, bref, on va attaquer les cours. Madame, je peux pas attaquer les cours parce que j'ai oublié mon épée à la maison. Mamadou Sekpa s'était fait connaître en faisant des vidéos humoristiques autour d'un personnage noir tout pixelisé. On va le suivre dans ses aventures comme Mamadou Sekpa va au kebab, Mamadou Sekpa va au marché, Mamadou Sekpa question pour un Sekpa. Et honnêtement, les vidéos ont beau avoir entre 6 et 8 ans maintenant, il y a encore quelques vannes qui font souffler du nez. Comment appelle-t-on les habitants en Australie? Les Australopithèques. Mais au-delà d'un personnage qui nous a fait tant rire durant notre enfance, se cacherait en fait un allié de Daesh. Alors je le précise, ça c'est la version des médias, donc je ne fais qu'avancer une vision qu'on en a depuis ces plateformes. De toute façon, toutes mes sources seront en description. Mamadou Sekpa, ou plutôt Omar C, était un jeune homme sans histoire. Il vivait avec sa mère à Mantes-la-Ville dans les Yvelines. La seule chose qu'on pouvait lui reprocher, c'était qu'il était dissipé en cours, mais c'est tout. Mais peu à peu, avec les dérives d'internet, Omar a commencé à regarder des vidéos de l'État islamique par curiosité pour soi-disant créer un épisode Mamadou Sekpa rejoint Daesh. Et puis de la curiosité est née une curiosité malsaine qui s'est rapidement transformée en addiction. Je cite, « À force, j'étais fasciné par Daesh. » À tel point qu'il s'est mis à télécharger par dizaines des vidéos dans lesquelles il pouvait voir des exécutions ou encore des techniques de dissimulation. Il s'était abonné depuis début 2015 à des chaînes ayant un lien avec le djihad sur Telegram et en juillet 2016 à celle du propagandiste Richard Kassim avec lequel il entretenait des conversations. Et le 23 juillet de la même année, lui a été envoyée une vidéo dans laquelle un homme annonçait une future attaque. Son but ? La propager un maximum. Et c'est bien ça qui a été la goutte de trop, puisque cette attaque a bien eu lieu. Il s'agissait de l'attaque de l'église Saint-Étienne du Rouvray, se déroulant le 26 juillet, 3 jours après. Ce qui signifie que s'il avait apporté l'information à la police, l'attaque aurait pu être déjouée. Mais selon lui, il ne prenait pas tout ce qu'il voyait et entendait au sérieux. Je cite, « J'étais choqué par ses propos, mais je n'y croyais pas trop. » En vrai, on pourrait le blâmer pour ça, et c'est totalement compréhensible, hein. Mais en vrai, si on se met à sa place, ça doit être super choquant d'entendre ce genre de choses. On ne veut pas y croire, et on pense qu'en ignorant le sujet, en étant dans le déni, tout va se résoudre comme par magie, et c'est bien loin d'être le cas. Alors j'insiste sur le fait que je le défends absolument pas, hein. Bien sûr, c'est révoltant de voir qu'une personne avait l'information en avance, et
lequel est resté dans le silence. Il faut bien essayer d'analyser toutes les facettes de la situation. Notre Mamadou Sekpa était quand même dans une belle panade. Mais pour en revenir à l'histoire, le 24 juillet, donc un jour après qu'il ait reçu cette fameuse vidéo, une perquisition a eu lieu chez lui et donc on mis la main sur la vidéo compromettante. Pour faire simple, Omar a pris 6 ans de prison et en est ressorti récemment. Il a d'ailleurs posté une vidéo sur sa chaîne disant qu'il regrette énormément de ne pas avoir agi. Il montre les preuves de son incarcération et dit qu'il racontera les détails sur Snap. En voyant ça, bien sûr que ça entache son contenu, on le voit plus de la même manière. D'ailleurs, j'aimerais bien voir votre avis. Est-ce que vous arrivez à dissocier l'artiste de son œuvre? Ou alors dans quelles circonstances vous arrivez à le faire? Vous avez vu Coca, je suis un bon, voilà, je vous fais de la pub. Ça va quand en fait les bons aussi. Ah, Rouf Gangsta, fallait que j'en parle un jour. Vous le connaissez sûrement comme le mec qui ne fait qu'insulter et le mec qui est égocentrique à la mort. Je suis sérieux, je suis plus beau que tous les robots, je suis plus beau que tous les robots qui sont grande taille, toutes les meufs me kiffent, toutes les meufs regardent mes snaps. J'ai trop style, j'ai le cheveu long, que de cheval. Mais quand on creuse un peu, eh bien on se rend compte que l'histoire est bien plus sombre que ça. Alors je vais pas vous refaire toute l'histoire, hein, mais Rouf Gangsta s'est fait connaître sur la scène de Snapchat avec ses stories dans lesquelles il faisait des freestyles de rap. Ouais, bon, des freestyles tout court. T'as trop le nerf. MGR. Rouf Gangsta, c'est aussi le genre à insulter des mecs. Oh, fais le malin sur le. J'ai failli te démarrer. Le camp, j'ai. Heureusement, ton collègue il m'a dit ouais, c'est bon. Non. Sur le camp, j'ai failli te démarrer ta. Mais qui n'assume pas dans la vraie vie. C'est quoi là? Tu as une mère à qui? Oh, t'as juré quoi? Tu as une mère à qui? Pour la petite anecdote, Harouf avait commandé une pizza, le livreur lui apporte sa pizza, et d'après lui, Harouf lui parle mal au moment de la livraison. Quelques heures plus tard, il fait cette fameuse story dans laquelle il l'insulte, et ça, le livreur n'a pas trop apprécié. Dans la soirée, il se ramène chez lui et le tabasse littéralement. Alors oui, à la longue, le personnage peut être attachant, haha lol, Coca bien frais chacal, c'est marrant, on aime bien se foutre de sa gueule, etc. Mais pas si vite, le personnage va vraiment vous dégoûter. Le 1er janvier 2021, un thread Twitter est sorti prouvant qu'Harouf avait tenu des propos sexuels, et selon le thread, envers des mineurs. Si tu me fais un gros bisou sur ma grosse bite, t'as l'air d'avoir des bons grosses. Je te les lève, je t'ai... Putain, tu ressembles à un singe, un koala s'il te plaît. Tu dégoûtes. Et comme d'habitude, il assume pas quand il s'est rendu compte qu'il venait de se faire piéger. Ah, j'en étais sûr, sale grosse pute. Je t'ai cramé depuis le début, ta mère. Et le corps de la mec, t'es moche avec tes grosses dents de devant, j'ai tout filmé. Allez hop. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une vidéo de lui qui a fuité en train de se lécher les tétons à côté d'un bébé. Et comme si ce n'était pas assez, il a tenu des propos racistes de fou furieux à l'égard de la population noire. Je vais sortir une phrase. Je vais tous les terminer, ces noirs. Je fais oublier pas quand vous étiez esclaves, quand vous portez des chaînes. Malheureusement, ça n'a quasiment eu aucun impact sur lui, puisqu'il sortirait une vidéo dans laquelle cette situation le fait rire, et qu'il voit ça comme une énorme pub pour un clip qu'il avait sorti à l'époque. Aujourd'hui, il est toujours plus ou moins présent sur les réseaux, mais ne fait plus du tout parler de lui. Ouais, c'est quoi le délire là? C'est quoi le délire là? Amine Morito était un Snapchatter ayant sévi durant l'année 2016. Alors effectivement, avec du recul, c'est plutôt rapide. Pourtant, il aurait été inscrit dans la mémoire de millions de personnes. Le fouetteur de femmes. C'était principalement comme ça qu'il était décrit, puisque dans la majeure partie de ses stories, il se montrait avec des jeunes demoiselles dénommées Keha Morito. L'affaire prenant alors beaucoup d'ampleur sur les réseaux a pas mal intéressé les médias, qui ont réalisé des articles sur lui, ainsi que des youtubeurs qui lui feront passer des interviews. Dans la vidéo de Jerem Star qui est sortie en 2016, il s'exprimera sur le sujet. Mon projet professionnel, c'est de f***er les meufs. Quand je f*** ces meufs, tu vois, elles me remercient même pas alors que je leur apporte quelque chose, tu vois. Bref, dans cette vidéo, il se vante de ce qu'il a fait, mais 4 mois plus tard, c'est une toute autre histoire. Dans une autre interview, c'est plus le même. Cette fois-ci, il regrette tout ce qu'il a fait. Alors je sais pas trop quel coup de pression il a reçu, mais ça devait être terriblement efficace. Tu as des regrets vis-à-vis de ça? Ouais, j'ai beaucoup de regrets parce que du coup j'ai sali mon image devant beaucoup de gens. Mais bon voilà, j'étais jeune, j'ai pas trop calculé ce que j'ai fait, j'ai pas trop réfléchi. J'étais jeune, oui bon, ça fait 6 mois en arrière, faut peut-être pas trop faire l'ancien. À mon avis, il a dû prendre vraiment un gros coup de pression, comme une plainte ou encore diverses agressions pour passer du fouetteur de meuf à doux comme un agneau. Il lâchera même un tweet pour s'excuser de tout ce qu'il a fait, mais ça paraît bien soudain comme démarche. Il dira dans l'interview qu'à partir de maintenant, il souhaite tourner la page et se lancer dans le rap. On est à la fin de l'année 2016 et au final, Amine Morito ne refera jamais surface sur internet. En tout cas, pas de lui-même, puisque quelques vidéos de lui sortiront entre 2017 et 2021. On voit que la beubare a poussé et qu'il a poussé à la salle, mais nous ne savons malheureusement pas
s'il s'est repenti ou s'il est retombé dans ses anciens travers. Bon, on est arrivé à la fin de ce foutu iceberg. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas c'est une première pour moi. Et je peux vous dire que c'est super mental à faire. Je me suis vraiment rendu compte de la difficulté du bail, donc c'est pour ça gros respect à tous ceux qui font ce genre de concept. En tout cas ouais, ça a été un gros challenge pour moi et je suis vraiment content d'être arrivé jusqu'au bout. Là dites-vous, j'enregistre les 2 parties en une fois. Là c'est minuit 9, je suis crevé, je crois que ça fait 2h30 que je suis dessus. Je risque prochainement d'en refaire un, mais ça va être très mental encore une fois. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça sera encore une fois sur un sujet nostalgique, mais je n'en dis pas plus, je vous garde la surprise. En attendant, n'oubliez pas, le 6 décembre, la vidéo sur Johnny Crying. Donc n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer ça. Sur ce, je pense avoir tout dit. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Pensez au pouce bleu, à partager à vos potes. Voilà, c'est la meilleure manière de me soutenir et de me faire évoluer. Et moi, je vous dis à plus.